YouTube, on va dire bonjour YouTube. Bonjour et bienvenue. Pour remettre dans le contexte, nous sommes en direct sur Twitch, sur la chaîne Roulio le chat, chaîne qui est à vocation caritative, puisque il n'y a pas de sub, pas d'abonnement, pas de bits, tout ça qui sont non pas demandés, mais en tout cas, il y aura jamais la possibilité de le faire. Par contre, chaque mois, je stream pour une association différente et le but est de récolter des dons pour ces associations différentes si le live vous plaît. Donc voilà, au lieu de vous sub éventuellement, l'argent que vous aurez mis pour un sub, si cette chaîne vous plaît, vous pouvez ou pas le mettre pour une association. Et du coup, cette vidéo aujourd'hui, ça va être l'occasion pour moi de parler d'un sujet qui est un petit peu différent d'habitude, à savoir le sujet du contrôleur aérien. Du contrôle aérien, pardon. Je trouve que dans la vie, justement, je suis contrôleur aérien dans un aéroport international. Et on voit souvent quand même sur YouTube des pilotes qui font des vidéos justement pour expliquer ce qui se passe au niveau cockpit. Par contre, je ne suis jamais tombé sur des vidéos où des contrôleurs parlent de ce qui se passe un peu côté salle de contrôle ou tour de contrôle. Donc voilà, c'était pour moi un peu l'occasion de parler de ce genre de sujet. Donc, il faut savoir déjà en disclaimer un truc important, c'est que jamais il y aura de jugement sur ce qui se passe, à savoir du côté pilote et du côté contrôle aérien. Dans le cockpit, déjà, moi je ne suis pas pilote, même si j'ai fait des petites heures de pilotage, je ne suis absolument pas pilote commercial, j'ai aucune expérience là-dedans. J'ai des notions, parce que forcément en travaillant dans ce domaine, voilà, et en parlant avec des pilotes, on a un petit peu des sensibilités à ce niveau-là. Et au niveau contrôleur, voilà, encore une fois, la charge est élevée, on ne se rend jamais compte de ce qui se passe au niveau de la charge du contrôleur, pour la bonne et simple raison que, en général, les audios que vous trouvez sur Internet, les personnes qui les montent le font très bien. Par contre, elles coupent du coup souvent alors pas sur toutes, mais les transmissions avec les autres avions. Donc on a parfois du mal à se rendre compte de la charge du contrôleur. Et encore une fois, le contrôleur à chaque fois prend une décision sur le coup. Ça nous arrive à tous de faire les erreurs. Des fois, on prend une décision, on se dit, je sais pas, quelques heures après, mince, j'aurais pu faire comme ça, comme ça, comme ça. On est toujours plus intelligent après coup. Donc voilà, là, le but, ce sera jamais de juger. Ce sera plutôt d'expliquer, en fait, les instructions qui sont données. Déjà, éventuellement traduire pour ceux qui ne sont pas anglophones. Et puis, expliquer les instructions pour ceux qui ne sont pas forcément dans un milieu aéronautique et pour qui, du coup, qui aimeraient comprendre, en fait, ce qui se passe, mais pour lesquels, en fait, les instructions ne veulent strictement rien dire. Le langage aéronautique, c'est un langage qui est précis, codé, avec des mots qu'on n'utilise pas forcément au quotidien. Et donc voilà, le but, ça va être justement de décrypter tout ça, d'expliquer tout ça, et en aucun cas de faire un jugement ou une analyse profonde de cas, comme peuvent le faire certaines chaînes, qui le font très bien. Voilà, là, on va pas chercher à comprendre le contexte de ce qui se passe autour, on va juste regarder des vidéos. Je mettrai pause à des moments, j'expliquerai ce qui se passe de mon point de vue du contrôleur, et ce sera tout. Voilà, il y aura encore une fois pas de jugement de valeur. Donc je propose de commencer tout de suite. Alors, pour ces premières vidéos, on va dire, moi j'ai sélectionné un petit peu des choses, j'ai regardé rapidement un peu des cas qui pourraient être intéressants. Voilà, le but c'est qu'éventuellement, un jour, si vous avez des cas qui vous intéressent, n'hésitez pas à le mettre soit dans le chat, soit dans la description de la vidéo. Et comme ça, on pourra parler de ces cas ensemble, justement, si vous me dites, là, je comprends pas ce que le contrôleur dit, je comprends pas pourquoi le contrôleur agit comme ça. Le but, ça va d'essayer de trouver éventuellement une explication. Pour justement tout ce qui se passe. Donc on va partir tout de suite sur la première vidéo. Première vidéo du coup qui est justement que vous retrouvez, alors non on voit pas là, mais sur la chaîne, j'utilise plusieurs chaînes, donc là c'est Real ATC. Donc n'hésitez pas à aller sur ces chaînes si jamais vous aimez, en général il y a du bon contenu, alors il y a beaucoup de chaînes qui proposent du bon contenu. Mais voilà, donc là on voit juste la vue aérienne. Donc là, justement, le ground, donc le contrôleur sol qui s'occupe du roulage. Alors là, je sais, c'est à JFK. Donc JFK, c'est énorme. Enfin, là, on le voit sur les pistes, c'est un bordel. Donc il y a un contrôleur sol qui s'occupe du roulage des avions. Donc Endeavour, c'est lui. Donc c'est ce qui s'appelle son indicatif. Il faut savoir que l'indicatif, ça ne correspond pas forcément à la compagnie. Par exemple, Air France, son indicatif, ça va être Air France. Par contre, British Airways, son indicatif, ça va être Speedbird. Donc il peut y avoir une petite différence. Donc là, on parle chaque fois, nous, on parle des indicatifs. Vous allez prendre le vol British Airways, je sais pas, 12, 13. Nous, ça va être le Speedbird 744 Whisky. Donc des fois, il y a souvent rien à voir entre l'indicatif du vol tel que vous l'avez sur le billet et nous, l'indicatif de l'avion. Yeah, we're ready to go. We got Victor 55 minutes. Okay, Endeavour
Error 5578, you said? Yes, ma'am. Error 5578. I don't have any paperwork on you, sir. For now, taxi left Bravo, short of Foxtrot. Alors du coup, là, elle dit on n'a pas de paperwork for you. Alors du coup, c'est souvent les Américains, en plus, ils ont une phraséo qui est un peu phraséologie. Donc la phraséologie, c'est la manière de parler au pilote, qui est un peu spéciale. Donc paperwork, ça veut dire qu'elle a rien, elle a aucune information sur son plan de vol. En tant que contrôleur, normalement, on est censé avoir justement quand il y a un avion qui part de notre aéroport, ou même un avion qui va traverser nos espaces aériens, que ce soit un aéroport ou en transit, on doit avoir au préalable des informations sur ce vol. Là, ce qu'elle lui dit, c'est bah voilà, moi j'ai rien, en fait, ton vol n'existe pas. Tu n'es pas censé être là. Donc là, lui, voilà, il dit on est un repo flight sous LaGuardia. En gros, il est à JFK, il doit se repositionner à LaGuardia, qui est un autre aéroport de New York. Donc il est sans passagers, c'est un vol à vide, c'est juste un vol de repositionnement. Ça arrive des fois quand les avions doivent faire diversion à un endroit où finalement il y a un avion qui est cassé peut-être à LaGuardia, ils ont besoin d'un remplaçant, donc on fait venir un remplaçant qui était à JFK qui servait à rien, et du coup, voilà, il y a plein d'explications possibles. Mais voilà, là, ce qu'il explique en tout cas, c'est que c'est un vol de repositionnement. Donc là, Bravo Short of Foxtrot, c'est ce qui s'appelle les taxiways. Donc là, alors j'ai pas préparé la chart de JFK, mais du coup, chaque taxiway, donc ça, c'est des voies de roulage qu'on voit ici, tout ça là. Ça, c'est des pistes. On les voit parce qu'elles ont une couleur différente. Alors ça, c'est pas des pistes, c'est des voies d'attente et de roulage. Mais voilà, tout ça, c'est des voies de roulage, et du coup, elles ont toutes des désignations. Donc, il y a la voie de roulage Bravo, la voie de roulage Foxtrot, et du coup, là, ce qu'on lui dit, c'est, voilà, lui, il va rouler sur la voie Bravo, et Short of Foxtrot, ça veut dire qu'il va s'arrêter avant la taxiway Foxtrot. Roger, I still don't have a flight plan on you. I'm going to see if there's anything in the system. Okay. Donc voilà, je sais que, voilà, donc elle dit qu'elle va vérifier. Il y a ce qui s'appelle en Europe le Follow Management FMP. J'ai un trou de mémoire sur le P. Planning, je ne sais plus. Donc en gros, c'est des personnes justement qui gèrent tout ce qui est plan de vol pour un secteur aérien donné. Donc souvent, moi je sais que quand j'ai un problème avec un plan de vol, j'appelle la FMP, je leur dis voilà, j'ai un problème avec tel plan de vol, est-ce que tu peux me dire ce qui se passe, etc. Et souvent, hop, ça fonctionne après leur doigt magique. 5578, I'm being told there is no flight plan stored for you in the system. So continue Bravo, should have Delta Bravo, and I'll put you somewhere where you can sit and call your company. Bah, rip in peace. Il n'y a pas de plan de vol pour lui, donc voilà, s'il n'y a pas de plan de vol, pas de vol. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, s'il n'y a pas de plan de vol pour lui, en fait, il n'y a aucun des contrôleurs qui va être au courant de ce qu'est cet avion. Donc par contre, we got a PDC, ça je ne sais pas du tout. Je ne sais pas ce que c'est. Okay, how long ago did you file your flight plan? It was filed for 11, and we just got the PDC about 30 minutes or so ago. Okay, I don't have any flight plan on you, sir. There's none in the system. I just asked if they can pull it up. So I'm going to need you to contact company to refile, I guess. All right, sounds good. Where do you want us to go? Just short of Foxtrot there for 5 minutes? Bravo, short Delta Bravo. Donc là, voilà, c'est rien de nouveau. En gros, ce qu'elle lui dit, c'est qu'elle n'a pas de plan de vol pour lui, il n'y a rien dans le système, et que sa compagnie doit redéposer un plan de vol. Et tant qu'il n'y a pas de plan de vol, pas de départ, donc elle le fait attendre à un endroit où ça ne gêne pas. Donc hold short, à chaque fois, c'est attendez en retrait. Donc elle essaye de le mettre là où ça ne va pas gêner. Ouais, alors là, je comprends. Je comprends le say again, ça veut dire répéter. Donc parce que là, elle lui dit est-ce qu'on peut partir VFR? VFR, c'est plan de vol à vue. Il faut savoir que ce type d'avion-là, même si c'est du repositionnement, c'est toujours des avions qui volent sous plan de vol IFR, vol aux instruments. À savoir qu'ils sont toujours contrôlés par toujours contrôlés. Donc il y a toujours un contrôleur qui s'occupe d'eux, ils peuvent voler dans les nuages, etc. Parce que justement, ils volent avec leurs instruments. Vol à vue, donc VFR, ce qu'ils demandent, c'est typiquement c'est des vols d'avoir Euroclub, par exemple, de petits avions de tourisme. C'est des avions qui doivent voler en ayant un visuel constant sur leur environnement. Donc, ils doivent avoir une séparation minimale avec les nuages, ils doivent avoir une visibilité minimale en face. Donc, ils doivent constamment... C'est eux qui sont censés c'est eux qui doivent se séparer du terrain. À savoir s'il y a une montagne, c'est à eux de l'éviter, alors qu'un avion IFR, bah non, ça va être le contrôleur qui va faire en sorte que l'avion évite la montagne.
Donc là, lui, ce qu'il demande, c'est est-ce qu'on peut voler VFR? Sachant que vu le truc, ça se trouve, c'est un regional jet, donc c'est un avion qui peut accueillir 70, 80 passagers. Et c'est assez inhabituel. LaGuardia, Endeavor 5578. That would take some coordination, so just continue Bravo to the Delta Bravo, and I'll see what we can do. Donc là, voilà, là en fait, lui, il dit il peut partir VFR, mais c'est pas non plus comme ça. Souvent, les VFR, normalement, enfin, suivant où c'est, où ils sont, quelle zone ils vont traverser, ils doivent également avoir un plan de vol malgré tout. Et puis surtout, là, ce qu'elle doit s'assurer, c'est de dire, bah ok, même s'il part VFR, il faut que les autres secteurs acceptent qu'il y ait un VFR de cette taille-là qui passe. Et donc même si, mettons qu'il ne soit pas soumis à plan de vol, du coup, dans cette région, il doit quand même être accepté par la Guardia. Enfin, il a des informations qui doivent transiter malgré tout. Bravo short, Delta Bravo, Endeavor 5578. All right, Endeavor 5578, it looks like they're going to actually let you do this, which is it never happens. So you can expect runway heading on departure and maintaining 3000. Donc là, il lui dit, en gros, bah, c'est bon, tu peux t'attendre à faire ton vol VFR. Ça n'est jamais arrivé avant. Effectivement, moi, j'ai jamais vu ça. Une compagnie, en fait, aérienne qui... de ligne, de liner, j'entends, qui accepte qu'un de ses vols, même de repositionnement, soit fait en VFR. Voilà, j'ai déjà vu des privés le faire, mais des petits avions privés, mais des compagnies aériennes, on va dire classiques, de passagers, j'ai jamais vu. Et du coup, la contrôleuse là-bas non plus. Donc voilà, est-ce qu'elle lui dit là, ensuite elle lui donne des petites instructions pour dire, ah mince, on la voit plus, voilà. Donc elle lui dit, vous pouvez prévoir de continuer après le décollage, en gros, de continuer dans le cap de piste et de maintenir 3000 pieds. Les pieds, pour ceux qui ne savent pas, c'est, enfin en tout cas dans l'aviation, les unités de mesure pour l'altitude, ce sont les pieds. Ça correspond à peu près à du coup, 1 mètre, ça correspond à peu près à 3 pieds. Et ensuite, vous avez pour mince, j'ai perdu l'eau. Pour les distances, voilà, c'est les 1000 nautiques. Et donc là, c'est à peu près 1 km égale à 1,8 1000 nautiques. Departure and maintaining 3000. Runway heading, and what was that, Endeavor 5578? Runway heading and maintaining 3000. Roger, runway heading at 3000, Endeavor 5578, thank you. Endeavor 5578, the squawk's going to be 0. The squawk, c'est le code transpondeur. En gros, c'est un code que le pilote rentre dans sa machine pour qu'après, il puisse être identifié sur le radar. 0311. 0311, Endeavor 5578. Endeavor 5578, continue straight ahead on Echo now. Continue straight on Echo, Endeavor 5578. Donc là, pareil, il lui continue de lui faire son roulage. 5578, cross through and right, monitor 11901. Donc là, elle lui dit, bah, tu peux... Elle lui dit, vous pouvez traverser cette piste. Ça, c'est une piste, donc ça demande une autorisation spéciale. On ne peut pas traverser une piste comme ça. Si elle lui dit pas, il est obligé d'attendre parce qu'il peut y avoir du trafic à l'atterrissage ou au décollage. Donc voilà. Donc là, elle lui dit, bah, tu peux traverser la piste et ensuite monitor. Ça, c'est très américain dans les grands aéroports. Ça veut juste dire écoute 119.1. Normalement, un contrôleur demande à un pilote de contacter. Donc ça veut dire, c'est deux choses différentes. À savoir, si on lui dit contacter la tour 119.1, le pilote va changer, va mettre la fréquence 119.1 et puis il va dire Endeavour 5578, tour de contrôle, bonjour, on est prêt pour le départ, etc. Ou plutôt tour de contrôle, Endeavour 5578, bonjour, on est prêt pour le départ, etc. Si on lui dit juste monitor, il va pas du tout parler. Ça, c'est utilisé dans les moments où, typiquement JFK, en fait, c'est très occupé, donc tu veux pas que tu aies un avion qui t'appelle à des moments qui peuvent être cruciaux. Donc voilà, on lui dit monitor, le contrôleur sol, du coup, n'a plus cet avion en fréquence, et c'est le contrôleur tour sera au courant qu'il a cet avion-là à disposition. Donc après, c'est le contrôleur qui ira chercher l'avion. Endeavor 5578, just recycle transponder squawk 0332. Alors là, du coup, elle lui demande de recycler. Ça, par contre, elle lui avait donné quoi avant? Elle lui avait donné... Ah ouais, voilà, 0311, et puis là, elle demande de changer pour 0332. 0322. Ça arrive des fois quand on voit il y a des radars sols, les contrôleurs ont des radars sols sur lesquels ils voient les avions évoluer. Et des fois, il y a des problèmes de corrélation, ce qui s'appelle de corrélation, à savoir que
on n'a pas le... Quand le pilote a indiqué 0311 dans sa machine, le radar sol ne renvoyait aucune information cohérente. Donc du coup, dans ce cas-là, on va lui changer son code transpondeur, on va lui demander éventuellement de redémarrer sa machine. 5578. 32, 0332. Ah voilà. 32. 32, il me semblait avoir entendu 32 la première fois. Endeavour 5578, Kennedy Tower, running 2 to right, line up and wait. Just to right, line up a window, 55. Donc là, du coup, c'est la tour de contrôle qui lui a dit, voilà, maintenant, vous alignez piste 22 droite, to right, et attendez. Ça, c'est l'instruction classique. Donc lui, hop, il va faire son petit tour, et il va s'aligner piste... Endeavour 5578, 22 droite, donc qui est celle-là. 270 at 11, running 2 to Donc là, c'est les... right, clear for takeoff. Donc là, l'autorisation du contrôleur, classique, toujours. Si vous avez déjà fait du vol, vous l'avez entendu, je sais pas, 50 fois, même plus. Donc toujours le vent. Donc la direction du vent, 270. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers, imaginez un rapporteur, du coup, avec les angles tout autour. Imaginez que le 360 pointe vers le nord, le 180 du coup pointera vers le sud, le 90 vers l'est et le 270 vers l'ouest. Donc on donne toujours la direction du vent en fonction de ce rapporteur imaginaire qui pointe toujours vers le nord. Donc là, il a un vent du coup 270, ça va un vent du coup de l'ouest tout simplement. Et à 11, elle dit juste 11, normalement on rajoute 11 nœuds. Donc 11 nœuds de vent. Donc ça fait à peu près 22 km/h, un peu moins, 20 km/h de vent. Donc la piste en service, la piste que l'avion utilise, la piste 22 droite et cleared for takeoff. Donc on finit toujours avec le cleared for takeoff normalement. Donc voilà, dans les instructions de décollage d'un contrôleur, il y a toujours le vent, la piste et le cleared for takeoff. Même s'il n'y a qu'une seule piste, on va quand même donner la piste. Pourquoi? Ça permet de vérifier malgré tout que le pilote décolle, un, de la bonne piste, et deux, des fois, mettons qu'il y ait du brouillard, qu'il soit aligné dans le mauvais sens, tout ça, que le contrôleur ne l'ait pas remarqué, et le pilote non plus. Quand il entend 22, il va se dire « Ah mais attends, pas aligné dans le bon sens ». Après, j'ai jamais vu de cas comme ça, mais en tout cas, voilà, on précise toujours la piste et le vent. Et du coup, le cleared for takeoff, donc autorisation de décoller. Si il n'y a rien de spécial. Right, clear for takeoff. Just to right, clear for takeoff there, 5578. Ok, donc là, du coup, on voit qu'il a... Par contre, c'est rigolo, normalement, il devait continuer dans le cap de piste. Après, il y a peut-être eu une instruction qu'on a loupée, tout simplement. Donc là, elle lui dit de contacter le départ de New York. C'est lui qui va, du coup, gérer LaGuardia. Je me demande, c'est pas... Est-ce que c'est là? Ça paraît petit, quand même. C'est un gros aéroport, LaGuardia. Approach Endeavour 5578, 1.3, climbing 3000, Donc, premier appel de l'avion, il dit toujours, voilà, donc il s'identifie, il dit, voilà, comme ça, on sait qui appelle tout de suite. Je reprends sa transmission. Donc, toujours, voilà, qui il appelle, qui c'est, et puis où il est. Donc là, le point tree, ça doit être la distance par rapport à la piste. Je sais pas trop à quoi ça correspond, pour le coup. Et voilà. Ah non, pardon. Bon, non, pas du tout. C'est l'altitude qu'il est en train de passer. Il est en train de passer 1300 pieds et il monte à 3000 pieds. Le pilote indique toujours l'altitude à laquelle ils sont en train de passer. Ça permet de vérifier que l'information, leur altimètre et l'information qui est affichée sur le radar du contrôleur sont cohérentes. N'importe quoi, s'il commence à dire on passe 1300 pieds et sur le radar du contrôleur c'est écrit 2300 pieds, il y a un petit souci. Donc dans ce cas-là, on va lui dire est-ce que tu es sûr que tu passes 1300 pieds? Et s'il dit oui, je suis sûr, là tu vas dire il y a peut-être un problème avec ton altimètre, il faut essayer de vérifier. Et si jamais il dit ah non, ce qui arrive à peu près dans 99,9% des cas que j'ai eu, le pilote va dire ah ben non, c'est oui 2300 pieds. Donc voilà. 578, 1.3, climbing 3000, That's Endeavour 5570 calling. 5578, 1.7. Donc voilà, là, du coup, comme le contrôleur n'a pas entendu la première fois, il refait son message. Et cette fois, il est à 1.7, donc il est à 1700 pieds, parce que forcément, il continue de monter entre-temps. Et vu qu'il est autorisé de monter à 3000 pieds, il ne va pas attendre « Ah mince, le contrôleur n'a pas entendu, ok, bon, je m'arrête. » Non, il est autorisé de monter à 3000 pieds, il monte tranquillement à ses 3000 pieds, donc là, maintenant, il est à 1700 pieds. Et voilà, il continue de dire, par contre, il dit « Runway heading », donc cap de piste. 7, climbing 3000, runway
y a peut-être un truc que j'ai loupé, mais bon, normalement, cap de piste. Quand on dit cap de piste, c'est tu continues tout droit dans le cap de piste. Le radar contact, en gros, c'est pour dire voilà, je te vois sur mon radar, tout va bien. Suivant les régions, on peut attendre du identified, enfin, il y a plein de. That's it, LaGuardia in there, 5578. Ah, voilà, je pense que le contrôleur départ va faire genre. Attends, c'est VFR ou IFR? Parce que d'habitude, Endeavour, c'est IFR là. On m'a dit que t'étais VFR, mais juste pour être sûr. We're VFR in there, 5578. Voilà, ah ouais, pardon. Donc là, ok, bah, du coup, il est surpris aussi, hein, mais du coup, il l'autorise dans l'espace Bravo, l'espace aérien Bravo. Il y a différents types, pareil, là j'explique pour ceux qui sont pilotes et pour ceux qui ont une expérience, bah, du coup, ça va être une redite, mais du coup, là aussi, le but, c'est d'essayer de vulgariser au maximum. L'espace aérien Bravo, c'est quoi? C'est une classe d'espace aérien particulière. Il y a plusieurs types d'espace aérien, c'est partout dans le monde pareil, ça va de Golf à Alpha, et chaque classe d'espace aérien va avoir des restrictions particulières. L'espace aérien Bravo qui est ici, et en fait, c'est plutôt, ça induit des choses principalement en termes de contrôle aérien. Dans un espace aérien Bravo, le contrôleur doit s'assurer que les VFR et les IFR sont séparés entre eux, et que les VFR soient séparés des VFR. Normalement, deux VFR ensemble doivent se séparer eux-mêmes. Dans un espace aérien Bravo, le contrôleur doit assurer la séparation entre les VFR. Normalement, juste une information de trafic entre deux VFR, ça suffit. En tout cas, typiquement, si on descend d'une classe d'espace, une classe Charlie qui est un peu plus souvent utilisée, dans les zones un peu moins denses que New York, par exemple, mais dans les zones un peu moins denses, notamment en France, en dehors de la zone Paris, qui est une zone un peu spéciale. Dans un espace aérien Charlie, par exemple, deux VFR, le contrôleur pourra simplement dire aux deux VFR, quand ils arriveront proches de l'un de l'autre, attention, il y a un VFR sur votre droite, et puis à l'autre, attention, il y a un VFR sur votre gauche. Alors, avec un petit peu plus de précision, bien sûr, là, je vous fais un résumé. Mais simplement dire, voilà, attention, ils peuvent passer, je dis n'importe quoi, à 10 mètres l'un de l'autre. À partir du... Enfin, c'est des informations, c'est eux qui sont responsables de se séparer dans un espace Charlie et en dessous. Dans un espace Bravo, le contrôleur doit faire en sorte que ces avions gardent une distance de sécurité minimale entre eux. Roger that, cleared 3500 and there 5578. 5578. Ah oui, du coup, j'ai oublié de préciser un truc. C'est que, voilà, on va reprendre ça, son instruction. Donc, il l'autorise à rentrer dans l'espace Bravo. Les avions ont l'obligation de recevoir l'autorisation avant de pénétrer dans un espace aérien contrôlé. L'espace aérien contrôlé, ça commence à partir de la classe Delta. À partir de la classe Delta, on va rentrer dans des espaces contrôlés. Et donc, il faut absolument avoir l'autorisation du contrôleur. Rentrer dans un espace sans autorisation, c'est une violation de l'espace aérien. Et ça peut, au mieux, engendrer une amende. Au pire, ça peut être un peu plus chaud, quoi. Donc voilà, il faut l'autorisation. Donc là, il lui dit, OK, maintenant c'est bon, tu peux rentrer dans l'espace Bravo, je t'autorise. Et tu maintiens un VFR à 3500 pieds. Pourquoi lui dire de maintenir VFR? Ça veut dire que bah, voilà, le pilote sait que il doit quand même garder des conditions de vol à vue. À savoir que, je dis, le contrôleur doit lui assurer la séparation entre ce trafic-là et d'autres trafics. Par contre, tout ce qui est séparation avec le terrain, alors normalement, il lui donne 3500 pieds, c'est que c'est bon. Et à New York, c'est bon. Il n'y a pas de relief. Mais par contre, tout ce qui est nuage, c'est la responsabilité du pilote. Maintain VFR at 3500. Roger that, cleared 3500 and there 5578. 5578, just you are VFR? Yeah. Pareil, genre, c'est pas... Mais vous êtes VFR? Mais pourquoi? You're VFR and there 5578. Okay. D'accord. I know it's confusing everyone apparently. Ouais, je te confirme, Polo. Ouais, voilà. Voilà, exactement. C'est un cas qui est assez rare, ouais. Encore une fois, moi, j'ai jamais vu, même entendu parler d'un vol commercial, même de repositionnement, qui passe VFR. Passe VFR, pardon. Endeavour 5578, 270. Right, 270 and there 5578.
Donc là, le contrôleur lui dit bah, tourne à droite au cap 270, donc plein ouest. Et du coup, vous avez remarqué, à chaque fois, c'est vrai que je n'ai pas précisé, pareil pour ceux qui ne connaissent pas, encore une fois, ceux qui connaissent, c'est habituel. Ceux qui connaissent pas, vous pouvez voir qu'à chaque fois, en fait, le contrôleur dit un truc et le pilote répond exactement ce que le contrôleur a dit. Ça s'appelle le collationnement, ou en anglais le readback. Et ça, c'est hyper important. Et ça, c'est obligatoire surtout, à savoir que le pilote doit répéter les instructions que le contrôleur lui a données en indiquant en plus son indicatif à la fin. Comme ça permet de vérifier, ça permet au contrôleur de vérifier que le pilote a bien compris l'instruction et de la corriger si nécessaire. Et voilà. 5578, contact approach 127.3. 2743 in there, 5578. Bon là du coup, il va passer avec l'approche de la Guardia et fin de l'histoire. Voilà pour le premier. Du coup, alors j'ai pas pensé, mais typiquement classe d'espace aérien, si vous voulez, hop, on voit. On va prendre le. Voilà, c'est ce que je vous disais, ça va de Golf à Alpha, et à chaque fois, en fait, la différence de l'Alpha, c'est qu'il n'y a que des IFR qui sont ennemis, mais du coup, voilà, c'est vous avez dans ce petit tableau, en gros, tout ce qui est nécessaire. Donc voilà, la classe Bravo n'est pas utilisée en France, la classe Alpha, c'est uniquement voilà, en région parisienne. Du coup, dans la région parisienne, les vols VFR ne sont pas admis, et par contre, ce qui se fait le plus, c'est la classe Charlie, donc où les vols IFR et VFR sont acceptés. Et enfin, peuvent être présents, par contre, voilà. On sépare les VFR des IFR, donc à savoir un petit avion de tourisme et un avion commercial seront séparés avec des séparations radar minimales. Les séparations radar, en fait, pour vous les donner, c'est verticalement, il faut 1000 pieds entre deux trafics. 1000 pieds, ça fait à peu près 300 mètres. Et latéralement, alors ça va dépendre. Dans les zones terminales, on peut descendre à 3 nautiques, donc ça fait à peu près 5 km 8. Et sinon, sur des... en général, en route, donc sur les vols de croisière, c'est minimum 5 nautiques. Donc là, un peu moins de 10 km. Donc ça, c'est les séparations minimales à avoir. On ne descend pas en dessous de moi. En dessous de ça, pardon. Donc voilà, donc là, on va pas détailler on va pas regarder en détail le tableau. Hein. À la limite, à chaque fois qu'on retombera sur une classe d'espace, on pourra en reparler. Voilà, donc là, du coup, c'était le premier petit cas. On va voir, ça, c'était juste une situation un peu inhabituelle, mais rien de spécial. Là, on va voir un truc qui est un petit peu plus. Voilà, là, vous pouvez le voir, c'est les réacteurs qui crachent un petit peu de feu. Là. Ça, voilà, il a besoin de revenir. J'en profite parce que ça fait soif. Donc toujours région de New York. Ah bah voilà, là tout à l'heure on était ici à Kennedy. Et donc l'avion allait par là-bas. Donc maintenant c'est un avion de American Airlines qui part lui de LaGuardia. Donc voilà, dès que l'avion a levé les roues, en général le contrôleur tourne, on n'en a plus besoin. Donc c'est contact departure. Le contrôleur départ, lui, va poursuivre la montée et éventuellement lui donner des caps pour soit éviter d'autres trafics, soit le raccourcir sur sa route. Mayday, 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 American 1722 engine failure. November, American 1722. Donc là, ouais, c'est rigolo. Donc là, du coup, l'américaine fait son Mayday. Engine failure. Donc là, on imagine à bord, c'est le feu. Enfin, il y a énormément de charges de travail. Donc ça, nous, en tant que contrôleur, quand on entend Mayday, on sait qu'il y a une grosse charge de travail à bord. Donc le but, ça va être de pas trop surcharger. Donc là, voilà, le contrôleur tour dit OK, American. Ça arrive que on entend plutôt des fois des Roger Mayday. Ça dit au pilote qu'on a capté qu'il était en Mayday. Et voilà, là, du coup, le contrôleur va lui demander est-ce que vous pouvez faire une vente arrière droite pour la piste 31 ? Le contrôleur veut directement le faire revenir. Roger, can you make the right down for runway 31? We're too heavy, let's go Kennedy. Kennedy? Okay, Roger. Okay. All right, just maintain 2,000 feet right now, and present heading. Donc voilà, là du coup, je vous ai dit, il y a pas mal de charges de trafic au niveau du pilote. Il y a aussi pas mal de charges de trafic en termes contrôle aérien. Pourquoi ? Parce que là, vous voyez que cet avion. Il n'y a pas que cet avion-là. Donc ça veut dire que vous avez un avion qui est en urgence, il y a d'autres avions qui vous appellent, mais vous avez celui-là à gérer en priorité. Donc là,
le pilote américain a dit bah, on est trop lourd. Ça arrive justement des fois, et en fait, ils ont une masse maximum à l'atterrissage. Donc, s'il avait prévu un long vol, bah, du coup, il s'est chargé en carburant et du coup, bah, il va être trop lourd pour poser tout de suite. Donc, ça arrive que des fois, des vols restent 2 heures en l'air pour le temps de cramer du carburant, s'ils sont pas pressés. S'ils sont pressés, dans ce cas-là, ça s'appelle du dumping. Donc, ce cas-là, il y a des petites trappes au niveau des réservoirs et du coup, il largue du fuel. Et ça, par contre, on les emmène pas, bien sûr, au-dessus des habitations. Les avions sont emmenés dans des zones, si possible, non habitées. Encore une fois, chaque urgence est traitée de manière différente. Donc là, le pilote, je lui dis, bah, très bien, ok, tu iras à Kennedy, il n'y a pas de souci, je vais m'arranger pour ça. Tu vas juste monter à 2000 pieds et tu vas garder le cap actuel et tu t'arrêtes à 2000 pieds. Present heading. Again for American 1720. Ah ça, forcément, eux, ils sont dans le jus, donc c'est pas, voilà, ils entendent pas forcément normalement dans les pareils. Encore une fois, bon, c'est la dernière fois que je le dis, mais pour ceux qui ont l'habitude, ça va être évident. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, par contre, c'est pas. Mais dans le cockpit, du coup, ils sont 2 pilotes. Il y en a un qui s'occupe de voler l'avion, l'autre qui s'occupe normalement d'écouter toutes les transmissions. Donc voilà, celui qui pilote bah, s'occupe de l'avion, et par contre, il y en a un qui est censé écouter à chaque transmission et répondre à chaque transmission. Mais sauf que là, c'est une urgence, donc les deux, ils sont hyper occupés parce qu'ils ont la checklist d'urgence à gérer. Il y en a un qui vole l'avion et l'autre, il a la checklist pour dire, ok, bah voilà, ça. Faut imaginer que là, le contrôleur, enfin, on a pareil, en fait, on a des checklists d'urgence. Là, moi, j'entends panne moteur. Bah, du coup, je sors ma checklist d'urgence, en fait, pour savoir un peu, pour avoir des informations, en fait, sur comment traiter ce vol. 1722, maintain 2000, present heading, we're coordinating right now. Ah, parce que là, voilà, il dit, on est en train de coordonner en ce moment. Voilà, JFK, c'est pas un aéroport de campagne. Tu peux pas lui dire. Alors, forcément, ok, c'est un avion en urgence, donc oui, il va aller à JFK s'il veut aller à JFK. Par contre, du coup, il faut passer quand même 2-3 coups de fil. Parce que les contrôleurs de la Guardia, c'est pas les mêmes contrôleurs qu'à JFK. Donc, il faut appeler JFK pour lui dire, écoute, tu vous regardes ici sur ton radar, parce qu'ils ont des radars qui leur permettent de voir assez loin. J'imagine, en tout cas, si c'est comme là où je bosse, tu peux voir quand même suffisamment loin. Donc ils vont lui dire, regarde, tu vois cet avion là, American de 1722, c'est une urgence, il veut venir poser à JFK, et il a un problème avec ses moteurs. Voilà. Comment est-ce que, souvent après on lui dit, bah, comment est-ce que je te l'envoie, si tu veux sur quel cap, machin, quelle altitude, on s'arrange. Mais du coup, il faut parler à l'autre contrôleur. 2000 American 1722. 527 Alpha, right turn, contact ground point 7, good time off the runway. Voilà, du coup, là, encore une fois, la tour, elle n'a pas que l'American à gérer, elle a aussi d'autres trafics, et ben, elle est obligée de parler aux autres trafics. Right turn, good time off 7 Donc ça, c'est un vol privé, novembre 527 Alpha Hotel. Pourquoi c'est un vol privé? Parce que c'est une immatriculation. Ça, c'est novembre, c'est l'immatriculation des États-Unis, donc c'est la première lettre de chaque. Enfin, vous regarderez si un jour vous prenez l'avion, vers la queue, en fait, il y a des petites inscriptions. Des fois, en France, ça va être F, et puis 4 autres lettres. Aux États-Unis, ça commence toujours par la lettre N, et puis après, souvent des chiffres, et puis des fois des lettres ou que des chiffres, enfin bref. Donc voilà, donc lui, après, voilà, moi je vais pas laisser jusqu'à la fin, mais il dit on a vu des petits flashs quand l'American a décollé. We saw the flashes on that American on takeoff. We're coordinating, so just contact ground right off the runway. And good time, Travis, come out behind you, get off the runway. Donc voilà, un contrôleur retour. Un peu genre, mec, j'ai juste pas le temps. Merci, c'est gentil, mais c'est ok, on est au courant. Après, le pilote, là, en fait, il veut aider. Il veut, je pense, donner une info au contrôleur pour dire, et puis surtout pour l'American, pour que eux, tu vois, ils aient l'info de dire, attends, il y a quelqu'un qui a vu des flashs. Ça se trouve, eux, ils ont rien vu, ils voient juste qu'ils ont pas de moteur, l'American Airlines. Par contre, ils ont pas d'infos. Donc là, le pilote au sol, s'il dit, bah voilà, nous, on a vu des flashs au niveau du. Ça arrive des fois quand des flashs au niveau du réacteur, ça arrive quand ils prennent soit un débris, soit des oiseaux. Il peut y avoir ce genre de truc. Donc, parce que voilà, ça va causer des petits débris à l'intérieur. Et alors après, là, ça dépasse mon expertise, mais en tout cas, voilà, ça va créer en tout cas des petits flashs et des petites éjections de flammes, des petites éjections de flammes.
Donc c'est parfois une information qui est intéressante à donner aux pilotes qui est en urgence pour dire ah, il y a eu des flammes qui ont été, il y a eu des petits flashs de flammes qui ont été vus de ton réacteur. Donc là, le pilote il va se dire ah, c'est peut-être lié enfin je sais pas. Après, s'il y a des pilotes, vous allez peut-être me dire genre mais non, mais on s'en fout complètement. Voilà, en tout cas, moi, ce qu'on m'a dit, c'est s'il y a des infos en plus, ça peut aider le pilote. Donc là, voilà. Par contre, il lui dit mais voilà, merci, on est en train de le coordonner. Par contre, contacte Zol, donc le contrôleur qui va s'occuper de ton roulage jusqu'à la gate, là où les passagers vont descendre. Et par contre, juste dégage de ma piste parce qu'il y a un trafic qui est en courte finale et qui va poser. Ça, il n'y a rien de pire que les trafics qui mettent du temps à évacuer la piste. Alors que tu as un autre trafic qui va atterrir. Si, il y a quelque chose de pire. Il y a les trafics qui s'arrêtent sur la piste en mode genre est-ce que je sors par cette sortie ou par l'autre? Ça, c'est pire. Ne faites jamais ça. 1722, can you continue climbing or you have to maintain 2000? We can continue, American 1720. Donc là, voilà. Il lui demande est-ce que tu peux continuer à monter ou est-ce que tu dois maintenir 2000 pieds? Donc l'Américain lui répond on continue. Pourquoi il lui demande? Tout simplement parce que American, il a dit on a un problème moteur. Donc, alors, faut savoir que les avions, donc là, c'est un 321. Alors, vous voyez pas, mais c'est dans la petite. Je sais pas si on le voit. Voilà, Airbus A321. Un 321 sur un moteur peut quand même monter. Il ne montera pas vite, mais il peut quand même monter. Mais voilà, là, le contrôleur ne connaît pas la nature exacte. Il sait que c'est un problème moteur, donc c'est pour ça qu'il demande est-ce que tu peux monter? Ce qui est logique. Et le contrôleur répond, le pilote répond oui ou non, et puis après, le contrôleur s'adapte. Si c'est non, bah voilà, on fait autrement, et si c'est oui, bah tant mieux. American 1722, continue climbing at 5000. Continue climbing at 5000, contact approach now. 120.4, they're going to reroute you. And 5000, American 1722. Donc voilà, là, du coup, il lui dit, bah ok, si tu peux monter, monte 5000 à 5000 pieds et maintiens ces 5000 pieds, et contacte l'approche, il a dit l'approche de Kennedy? Il dit juste contacter l'approche. Ils vont vous rerouter à Kennedy. L'approche, en fait, c'est... faut imaginer que dans les secteurs d'approche, souvent, c'est séparé en plusieurs parties. Dans les secteurs d'approche, il y a le contrôleur qui va gérer les arrivées et le contrôleur qui va gérer les départs. Donc l'approche, c'est un terme c'est générique. Et là, quand il parle d'approche, du coup, il va parler du contrôleur arrivée. Souvent, quand on parle d'approche, contrôleur approche, ça va être l'arrivée. Et sinon, on va parler de contrôleur départ. Mais le secteur approche comprend les arrivées et les départs. Donc, approche et départ. C'est un peu spécial en termes de comment ça s'appelle. Je comprends que c'est peut-être un peu confusant, mais bon, on aura l'occasion d'en reparler, vous inquiétez pas. 5000, American 1722. 1722, contact approach 120.4. 20.4, American 1722. Donc là, voilà, il lui donne la fréquence, il lui dit bah, contacte l'approche, justement. American 1722. American 1722, New York approach, you're ready to contact, say intentions when able. Donc voilà, l'américain, alors bon, du coup, pareil, on va passer sur le... Donc là, ils sont encore dans le jus parce qu'il faut qu'ils ont plein de calculs à faire. Encore une fois, les pilotes l'expliqueront largement mieux que moi, mais voilà, il y a une grosse charge dans le cockpit. Donc voilà, il fait juste l'appel initial, ok, on est américain 1722. Entendu au contrôleur, bon, on est chez toi, fais-nous pas trop chier. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le prendrais. Donc du coup, l'approche va aller dire, bah ok, on t'a en contact sur notre radar. Qu'est-ce que tu veux? Dis-nous qu'est-ce que tu veux faire quand tu as le temps. We'd like to land at Kennedy, please. Bon, bah là, du coup, le pilote confirme qu'il veut atterrir à Kennedy. All right, so are you able to climb up to 4 or 5000? 5000, American 1722. Donc là, il lui redemande est-ce que vous pouvez monter à 4000 ou 5000 pieds. Donc l'autre, il lui répond bah, 5000 pieds, parce qu'il a été autorisé par la tour à 5000 pieds. De toute façon. To turn right heading 090, maintain 5000, either vectors to Kennedy, and looks like 31 right is east. Donc là, hop, il lui dit bah, tourne à droite au cap 90. 90, si vous vous rappelez, ça fait plein est. Alors là, je ne sais pas si elle est orientée nord, la carte, mais en tout cas, c'est cap plein est, 90. Donc il lui dit quand on donne un cap radar à un avion, on doit lui donner les raisons de ce cap radar. Donc, est-ce que c'est pour le séparer d'un autre trafic? Est-ce que c'est pour
lui permettre de poursuivre une montée? Est-ce que c'est pour le permettre d'éviter une montagne? Est-ce que c'est pour lui permettre et du coup, pour l'approche, c'est souvent, pour l'approche de là où il va, quoi. Et là, il dit: «On dirait que c'est la piste, 31 droite qui est utilisée». Par contre, du coup, c'est un peu curieux. Alors après, je connais pas la sectorisation, mais théoriquement, quand tu es contrôleur approche, tu sais exactement quelle piste est utilisée, puisque tu alignes les avions pour cette piste en question. Mais là, c'est peut-être le contrôleur approche de LaGuardia et pas celui de Kennedy, je sais pas. Donc là, c'est important pour le pilote de savoir quelle piste, parce que lui, du coup, déjà, il a son urgence à gérer, mais en plus, il doit gérer la préparation de son atterrissage. C'est pas, faut savoir que c'est pas juste, bon, ok, bah, je vais m'atterrir là, facile. Non, non, il doit préparer son système. Il doit dire à l'avion, ok, bah, on va atterrir sur tel endroit, comme ça, le système s'attend à atterrir, parce que, alors, on va pas rentrer dans les détails, mais il y a il y a d'autres notions qui rentrent en jeu, notamment fréquence de l'ILS. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des balises qui sont au niveau de la piste qui permettent de guider l'avion latéralement. Latéralement, c'est comme ça. Et verticalement. C'est un peu comme un toboggan. Et donc voilà, notamment ça, en fait, c'est hyper important que l'avion soit paramétré pour capter l'ILS. 1722, when able, say intentions of the emergency, the nature of the emergency, and souls on board and fuel when able. Okay, stand by on the souls and fuels. It appears we have an engine failure, but we're still kind of working through to figure out what's going on. We hit birds on the way out. Ok, donc là, le contrôleur a dit, ok, quand vous avez le temps, est-ce que vous pouvez juste m'expliquer la nature du problème? Et puis il dit souls and fuel. Souls on board, c'est combien il y a de personnes à bord? Je sais pas, enfin c'est... Enfin, le souls, je pense que ça vient de SOS. SOS, c'est Save Our Souls, donc sauver nos âmes. Donc voilà, là il dit bah, combien vous avez d'âmes à bord, donc le nombre de personnes, incluant le personnel, et le fuel qui reste. Pourquoi on veut savoir le nombre de personnes à bord? En cas d'incident, si jamais il y a un incident, comme ça les pompiers savent combien de personnes il faudrait chercher. Si jamais, surtout, ça c'est surtout... pour moi, c'est surtout valable en fait s'il y a un problème sur la piste ou dans un environnement immédiat de l'aéroport. Ça permet, par exemple, s'il y a une évacuation de l'avion direct après, on compte les gens, on dit « Il nous avait dit qu'il y en avait 170, j'en ai compté 164, il en manque 6, il faut faire des recherches. » Et puis le fuel, c'est pour permettre aux pompiers... Alors, suivant les endroits, des fois les pompiers, ils sont moins... Ils vont pas forcément demander, mais en tout cas, c'est une information qui leur permet de dire « Ok, l'avion, il a tant de fuel à bord. » Donc ça veut dire qu'en cas de problème, il faut qu'on ait 1, 2, 3, 4 camions d'eau parce que faut prévoir justement faut prévoir la gestion d'un incendie avec tout ce fuel, entre guillemets. Roger. Donc là, voilà, pardon, j'ai oublié, mais le pilote lui dit, bah, en gros, on a... attends, je te redis plus tard pour le nombre de personnes à bord et le fuel. On a l'air d'avoir un problème avec les réacteurs, mais on est toujours en train d'essayer de comprendre ce qui se passe, sachant qu'on a tapé des oiseaux pendant la montée. Way out, c'est c'est à l'américaine, mais j'imagine que c'est pendant la montée. Normalement, ça s'appelle climb out, la montée, mais... Parfois, les Américains, des fois, la phrase est haut. Toujours un peu rigolo de les entendre. Ça, c'est super intéressant qu'il dise ça. En gros, il lui dit, est-ce que c'est plus facile de tourner à gauche ou droite? Si c'est le moteur gauche qui est en panne, ça se trouve, le pilote, il va il va vouloir éviter plutôt les virages à gauche. Alors, encore une fois, les pilotes, n'hésitez pas à commenter, hein. Mais vous en savez beaucoup plus que moi là, sur ce sujet. Mais du coup, en fonction du réacteur qui a un problème, le contrôleur va le tourner, va pas lui donner les mêmes virages. On va en général essayer de tourner du côté du réacteur qui fonctionne. Ok, donc là, le pilote, il dit, ok, on s'en fout, le plus rapide. Donc là, il lui dit, bah là, j'ai coupé juste avant, mais ok, tournez à droite au cap 140. Donc on continue, on va un peu plus vers le... Donc là, on est cap sud-est. 140, American 1722. 140. American 1722, clear to Kennedy via radar vectors, turn right at 150, maintain 5000. Donc là, il lui dit en gros, tu es autorisé à Kennedy, tu vas tourner à droite au cap 150, donc on continue un petit peu le virage à droite de 10 degrés et on maintient 5000 pieds. Donc là, pareil, le contrôleur approche, en fait, alors, en général, on essaie d'isoler les avions qui sont en fréquence si possible
Mais sinon, il faut bien imaginer que lui, il a cet avion en urgence à gérer, donc il doit. C'est un avion qui demande comment ça s'appelle? Voilà, encore une fois, on voit qu'il a parlé plusieurs fois. C'est les instructions qui peuvent demander du temps, les réponses peuvent demander du temps aussi. Donc c'est un avion qui induit une charge de travail, de stress aussi pour le contrôleur, parce que même s'il y a du stress dans le cockpit, il y a aussi un petit peu de stress pour le contrôleur. Mais du coup, ça introduit forcément une charge de travail supplémentaire pour le contrôleur. Donc il y a plus de boulot, plus de surcharge au niveau de la fréquence aussi. La fréquence, il y en a un qui parle à la fois. Donc si chacun a des longues phrases à dire, et en plus, à chaque fois, il y a d'autres avions à contrôler, ça peut devenir compliqué. Donc c'est pour ça, si on peut, on isole. Je ne sais pas si c'est le cas ici, comme la personne qui a fait cette vidéo, je pense, coupe les autres avions. Ils ne sont pas intéressants en tout cas. Donc là, hop, il a dit en gros, dites-moi que vous êtes prêts. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dites-moi que vous êtes prêts à avoir X-ray, donc c'est la lettre X dans l'alphabet aéronautique, ou je peux vous le lire. X-ray, en gros, là, il parle de l'information. Chaque aéroport émet ce qui s'appelle un METAR, qui donne toutes les informations météorologiques de son environnement, enfin autour de l'aéroport. Donc là, normalement, les pilotes, avant d'arriver, ils écoutent. C'est un message qui est diffusé automatiquement sur une fréquence. Donc avant d'arriver, soit le pilote écoute à la fréquence, soit maintenant, ils peuvent les avoir par papier. Alors, je ne connais pas assez, mais c'est possible de l'avoir par papier. Et donc là, ce que le contrôleur dit, est-ce que dis-moi quand tu peux l'avoir, ou sinon, le contrôleur lui donne les infos. Donc là, Donc là, le pilote, il dit OK, il lui répète les instructions, donc cap 150, 5000 pieds. Par contre, attends pour l'information. Pardon, comment c'est coupé trop tôt. Donc là, on lui dit prévois l'ILS, donc justement, c'est Instrument Landing System. C'est ces espèces de balises qui vous guident latéralement et verticalement. Par contre, du coup, il avait dit au début le 31 droite, et là, il dit voilà, en fait, ce sera l'ILS 31 gauche. Donc là, le pilote, ça lui permet de se préparer, en tout cas de préparer l'appareil. Right now we have 17,300 pounds of fuel, souls 200. Donc là, vous allez me dire, ah, putain, le contrôleur, il avait déjà demandé, le pilote, il avait dit, genre, stand-by, on te redira, et le contrôleur redemande. Il faut savoir qu'au niveau des contrôleurs, nous aussi, on a une espèce de... on a la pression, et des fois, on a les appels des pompiers qui nous vont nous dire, alors, ils sont combien, parce qu'eux, il faut qu'ils se préparent. Ils sont combien, il y a combien de personnes à bord? Nous, ce qu'on leur demande aussi, c'est est-ce que vous avez des biens dangereux à bord? C'est rarement... Enfin, j'ai jamais entendu oui, mais voilà, en tout cas, est-ce qu'ils ont quelque chose de dangereux à bord? Mais en tout cas, voilà, il y a aussi la pression éventuellement ça peut être du superviseur de la tour, ça peut être du superviseur des pompiers, ça peut être, enfin, voilà, donc c'est pour ça qu'il leur demande, parce que il a besoin de cette info, pas pour faire chier le pilote, c'est parce que voilà, derrière, il faut transmettre aussi cette info pour que les gens puissent être prêts et se préparer de manière adéquate. Donc là, voilà, du coup, le pilote lui a répondu, donc il lui a plus demandé quel moteur était en feu, comme ça, pareil, les pompiers, ça leur permet d'aller direct au bon endroit. Donc voilà, c'est le numéro 2, donc je dis pas de conneries, c'est celui de droite. Et là, ils ont, alors les pounds, ça c'est américain. En France, on parle plutôt en tonnes, hein, là pour le coup. Et donc ils ont, je sais pas à quoi ça correspond, peut-être le poids de 30 bananes, je crois, enfin je sais pas trop. Et puis ils ont 200 personnes à bord. 200. Donc là, du coup, le contrôleur peut, hop, un petit téléphone, ok, il appelle. Okay. Bon, du coup, ils ont 17 000 machins, plus 200 personnes à bord, et comme ça, l'information est passée aux pompiers et au service de secours. Donc là, vous allez attendre, ça approche, il lui dit contact approach. Oui, mais du coup, il était peut-être avec l'approche de LaGuardia, et maintenant, il passe avec l'approche de Kennedy. J'imagine. First American 1722, verify 31 left. American 1722, that's correct. Expect the ILS to runway 31 left.
Donc là, du coup, le pilote, encore une fois, c'est toujours le pilote. Alors, sauf, on a vu juste avant, là, c'était quand, on va dire 80. En tout cas, dans mon cas à moi, c'est 99,9999% du temps, c'est toujours le pilote qui initie la conversation. Les transmissions. Le pilote s'annonce sur la fréquence et du coup, le contrôleur sait qu'il est là et du coup, pourra lui donner. Donc là, le pilote s'annonce en disant voilà, on veut juste vérifier que c'est bien la 31 gauche, puisque on l'avait dit aussi, c'est peut-être la 31 droite. Donc là, le contrôleur dit ok, c'est bien, ce sera bien l'ILS 31 gauche. Donc là, forcément, le contrôleur, ça va être maintenant celui de JFK. Il est au courant de ce qui s'est passé. Les informations ont été transmises. Et encore une fois, c'est pour ça que je vous dis, des fois, il peut y avoir une surcharge parce qu'il faut parler aux avions. Suivant l'endroit où vous êtes dans le monde, il n'y a pas forcément deux. Je vous dis, les pilotes, ils sont deux dans le cockpit. Les contrôleurs, ils ne sont pas forcément deux. Alors, il y a des secteurs où ils travaillent en binôme, un qui parle aux avions et un qui s'occupe de tout ce qui est coordination téléphonique, appeler tous les secteurs s'il y a pour quoi que ce soit. Des fois, il y a les contrôleurs, ils travaillent de manière un peu plus indépendante. Donc, ça arrive plutôt des fois dans les secteurs d'approche. Et encore une fois, c'est pas partout pareil, ça dépend. Mais du coup, on peut avoir un contrôleur des fois qui doit gérer à la fois la fréquence et le téléphone. Donc du coup, c'est encore une fois la charge de travail. Donc parce qu'il doit parler au pilote et puis il doit appeler pour dire machin, j'ai ça. Puis c'est d'autres avions qui lui parlent. Enfin, potentiellement, s'ils ont pas ils réussi à isoler cet avion. Donc ça peut être complexe. Donc là, ça y est, il commence la descente à 4000 pieds. Donc on lui dit descend et maintient 4000 pieds. Est-ce que vous avez besoin de temps pour préparer l'approche ou vous voulez y aller maintenant? Il faut savoir que du coup, déjà, encore une fois, est-ce qu'ils ont. Le contrôleur il se demande ça parce que moi, ça m'arrive, je me dis, ok, est-ce qu'il est vraiment prêt à approcher tout de suite? Est-ce qu'ils ont fini leur checklist pour problème moteur? Est-ce qu'ils ont réussi, ils ont eu le temps de préparer du coup l'avion pour l'approche ou pas? Donc c'est pour ça, on va demander à l'avion, est-ce que tu es prêt à approcher maintenant ou est-ce que tu veux un petit peu plus de temps? Et c'est voilà. Ah bah du coup, en l'occurrence, il est pas prêt à l'approcher tout de suite. Des fois, nous les contrôleurs, on est chaud pépite, hein, en mode ok, bah moi je te fais poser tout de suite. Et c'est le pilote qui m'a dit hop, 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 calme-toi, je dois faire ma checklist, j'ai des petits trucs à faire, donc je te dirai quand je suis prêt. Donc là, voilà, là, soit ils n'ont pas fini leur checklist pour le problème moteur, soit ils n'ont pas fini leur checklist, leur briefing d'approche. Okay, no problem. American 17.2 ready for the approach. Very well, American 1722, turn right heading 230, descend maintain 3000. Donc voilà, là c'est bon, c'est lui qui dit ok, maintenant on est prêt. Donc le contrôleur va maintenant, son but ça va être de le rapprocher petit à petit, hop, dans l'axe de piste 31 gauche. J'imagine que ça va être celle-là. Donc du coup, ça va être le ramener plus ou moins dans cet axe. En fait, le but ça va être de lui donner un petit virage qui est à peu près au maximum à 45 degrés par rapport à l'axe de piste. Vous imaginez, on trace un trait imaginaire ici. Vous tracez un axe de 45, vous prenez un truc de 45 degrés et on va essayer de le mettre dans cette partie-là pour qu'il intercepte ce signal ILS justement pour qu'il finisse par être guidé. 230, 3000, American 17. American 1722, turn right heading 270, intercept localizer 31 left. Donc là, hop, on lui dit tourne à droite au cap 200, intercepte le localizer. Dans l'ILS, il y a deux éléments. Il y a le localizer qui va guider latéralement et il y a le glide path qui va guider verticalement. Donc là, on lui dit juste d'intercepter le localizer. Ça va lui permettre, donc on lui donne un virage, donc je suis des 270, 31 moins 270, ça fait 40 degrés. Donc je vous ai dit, c'est à peu près en général, on donne des moins de 45 degrés. Donc on lui donne un virage là qui va lui permettre d'intercepter justement l'axe de piste. Et dès qu'il intercepte ce signal, l'avion va tout seul se guider, se mettre dans l'axe de piste. Grâce au localizer justement. 270 heading, intercept 31 left, American 1720. American 1722, traffic off your left and about a mile at 2000 feet, it's an Airbus 320 inbound to the parallel. Ok, donc là, on voit du coup que justement l'avion il est sur son petit cap 270. On voit que ça fait une espèce, voilà, comme je disais, il va être rentré dans le... Il va bientôt sûrement intercepter l'axe.
Et là, ce que le contrôleur lui dit, bah, du coup, il lui donne une information, c'est une information de trafic. À Kennedy, il y a des pistes parallèles, donc on peut avoir potentiellement des avions qui approchent sur ces deux pistes, donc ils vont faire des approches parallèles. Et donc du coup, là, le contrôleur prévient l'avion en urgence pour dire, voilà, tu vas avoir quelqu'un à 1 nautique à 2000 pieds sur ta gauche, c'est normal, n'aie pas peur de ce trafic, il approche aussi pour la parallèle. Comme ça évite que le pilote, pardon, à l'intérieur, il se dise, mais qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, nous, en tant que contrôleur, on informe les pilotes, genre, en gros, t'inquiète, c'est normal. Inbound to the parallel. No contact is advised, American 1722. Donc là, il lui dit juste, on le voit pas, sûrement parce qu'ils ont autre chose à foutre. Donc là, juste petite pause. En gros, ça, souvent, alors, soit c'est un problème audio, soit des fois, ça arrive quand il y a 2 avions qui parlent en même temps. Je dis, normalement, si c'est des conversations qui sont, c'est pas possible que 2 personnes parlent en même temps. Quand il y en a 2 qui transmettent en même temps, bah, ça fait un espèce de truc de merde, là, comme on entend. Des fois, tu entends à moitié un. Il suffit que, suivant les avions, s'il est plus proche de l'antenne réceptrice, bah, il y en a un que tu vas entendre plus que l'autre. Et voilà, mais sinon, des fois, c'est juste incompréhensible. Comme là. Full stab vocalizer. Donc là, voilà, on a compris un petit peu vite fait. Mais en gros, voilà, il lui dit, vous êtes à 7000 nautiques de Mills. Mills, ça doit être un point. Donc, vous maintenez 3000 pieds jusqu'à être établi sur le localizer. Et après, vous êtes autorisé. Ah bah, ça, c'est très américain aussi. Les Américains n'ont pas les mêmes types de cléarances que nous. Et après, vous êtes autorisé pour l'ILS. Good ILS 31 left approach. American 1722, maintain 3000, full stab vocalizer. Donc là, le pilote n'a pas répondu. Donc en fait, le but du contrôleur, c'est de se dire, enfin, c'est de répéter. Enfin, moi, il y a un avion qui me répond pas. En fait, je le répète parce que surtout quand il approche, je vois qu'il approche du localizer. Il a pas répété ce que je lui ai dit. Bah en fait, ça se trouve, il va traverser et puis bah du coup, c'est con parce que bah là en plus, on a entendu qu'il y avait un trafic à 1 nautique sur sa gauche. Donc bah lui, en gros, il y a un trafic à 1 nautique sur sa gauche. Lui, il est là. S'il n'intercepte pas le localizer, bah en fait, il continue tout droit. Ce qui est un peu con. Donc du coup, alors bon, il a déjà dit, il était déjà autorisé une fois sur le localizer, donc normalement, même s'il ne répond pas, c'est pas dramatique. Le pilote sait ce qu'il faut faire. Mais voilà, en tout cas, tu dois t'assurer que le pilote répète ce que tu dis. Si le pilote ne répète pas, bah, tu vas le redire l'instruction. Good ILS 31 left. 3000, clear the ILS 31 left, American 17. American 1722, contact tower 123.9er. 239. Donc là, voilà, on voit que l'avion, enfin en tout cas sur la simulation, là, l'avion, hop, il est passé là. Ça veut dire qu'il a intercepté le localizer, donc il est établi dans l'axe de piste. Donc là, du coup, le pilote, le contrôleur l'avait dit, bah, tant que tu n'es pas autorisé, tant que tu n'es pas sur le localizer, tu maintiens 3000 pieds. Par contre, quand tu es sur le localizer, tu es autorisé ILS. Donc là, à partir de maintenant, le pilote, en tout cas l'avion, va pouvoir justement également descendre en fonction du plan de descente pour pouvoir atterrir. Et donc maintenant, le contrôleur en approche n'en a plus besoin puisque l'avion est sur le localizer. Donc le contrôleur approche, dit bah voilà, maintenant contacte la tour et c'est le contrôleur tour qui va fournir la clearance d'atterrissage. American 1722 with you, ILS 31 left. Donc là, premier contact, il appelle la tour, il dit qui c'est, ce qu'il fait. American 1722, Kennedy Tower, cautioning turbulence, a heavy Airbus 330 will depart prior to your arrival, wind 31013. Traffic off your right side inbound for the parallel, and Airbus 321 out of 2000. Runway 31 left, clear to land. Donc là, ça c'est génial. Ça c'est très américain aussi. Ça, on fait pas. Donc là, en gros, la tour lui dit bah alors, attention aux wake turbulence. Les wake turbulence, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait au bout des ailes de chaque avion, il y a un différentiel de pression qui fait que ça crée des espèces de petits vortex qui tourbillonnent. Plus l'avion est lourd, plus ces vortex sont importants. Il y a eu des crashs aériens qui sont produits avec des avions qui justement passaient dans ces turbulences de sillage. L'avion était complètement incontrôlable et du coup s'écrasait. Du coup, en fonction du poids de l'avion, on doit ajouter une distance de sécurité minimum. Là, ce qu'elle lui dit, c'est attention aux turbulences de sillage. Il y a un trafic lourd Airbus 330.
Pourquoi elle dit Heavy Airbus 330? Parce qu'il y a des, petite parenthèse, il y a des catégories d'avions en fonction de leur poids. On a light, medium. Dans certains pays, avant medium, entre light et medium, on a small. Ça, c'est des cas particuliers. Mais du coup, on a light, medium, heavy, super. Super, il n'y en a qu'un seul, c'est le 380. Là, ça a été créé juste pour lui parce qu'on s'est rendu compte qu'il faisait vraiment des turbulences très particulières. Heavy, c'est tout ce qui est supérieur à 136 tonnes. Ensuite, medium, c'est entre 136 tonnes et 7 tonnes. Et light, c'est tout ce qui est en dessous de 7 tonnes. Donc, si un avion va... en tout cas, dès qu'on passe à une catégorie supérieure, en tout cas, par contre, je reprends. Si jamais vous avez un trafic médium, donc comme un Airbus 321, un Airbus 321 c'est un trafic médium, et que vous avez un trafic lourd derrière, on doit appliquer des turbulences minimales. Des séparations minimales parce que le médium va subir les turbulences du heavy. Deux médiums entre eux, il n'y a rien de spécial à faire parce que justement ils sont de la même catégorie de poids. Donc deux avions de même catégorie de poids ne vont pas interférer les uns avec les autres. Par contre, dès qu'il y a une différence de catégorie, il va y avoir une interférence. Les heavy, il va y avoir une petite interférence entre eux, on met quand même une petite distance de sécurité. Je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, qu'on pouvait faire des fois une distance minimale de 3 nautiques entre deux avions qui se suivent, ou en tout cas deux avions latéralement. Deux trafics lourds, des heavy qui se suivent, on ne mettra pas 3 nautiques, ce sera minimum 4 nautiques entre eux s'ils sont l'un derrière l'autre. Donc là, elle lui dit voilà, il y a un Airbus 330 qui va partir avant ton arrivée, donc attention aux turbulences. Ça, j'avoue que de toute façon, c'est très spécial. Pourquoi? Parce qu'en plus, elle lui donne le vent. Elle lui dit, et en plus, il y a un trafic à ta droite pour la parallèle. Et elle lui dit clear to land. Donc en gros, ça veut dire qu'il y a un trafic qui va partir, puis, qui n'est pas encore parti, et puis lui, il est en avant, c'est clear to land. Les Américains, ils s'en foutent complètement. Tu peux être. C'est number 3 clear to land. C'est-à-dire que même s'il y a deux autres avions qui doivent poser avant lui, il va être clear to land. Nous, ce qu'on fait, c'est pas la même chose, c'est-à-dire il faut que la piste soit libre pour pouvoir autoriser un avion à poser sur la piste. Si la piste n'est pas libre, bah, on va pas le poser. Donc un avion là qui approche alors qu'il y en a un autre qui n'a même pas décollé, bah, on va pas l'autoriser à atterrir. Runway 31 left, clear to land. American 1722, we're in emergency. Can you just clear us to land, please, without having to worry about departing traffic? Je comprends un peu. Ouais, je comprends. Parce que là, lui, il est en urgence, il est en mode genre, putain, mais j'ai plein de trucs à faire. Enfin, voilà, c'est. Il demande juste, en gros, non, on n'a pas trop envie de s'emmerder avec tout le reste. Je veux pas réfléchir, j'ai mes trucs à gérer. Autorise-moi à atterrir quand je peux. Yeah, I was giving you the caution turbulence because it's a heavy. Runway 31 left, clear to land, American. Donc là, elle lui dit juste, bah pardon, je te donne juste parce qu'il va y avoir un trafic lourd qui part devant, t'es autorisé à atterrir, surtout qu'elle avait dit autorisé à atterrir. Mais voilà, donc c'est... Mais du coup, c'est vrai que ça faisait une longue instruction, sa première instruction. Donc c'est peut-être ce qui a fait tiquer le pilote. American 1722, we'd like a straight out missed approach if that's required, if that's needed. American 17. Donc là, lui, ce qu'il dit, c'est si jamais on doit faire une missed approach, donc on appelle ça des fois un go around, c'est quand l'avion est en approche et doit remettre les gaz, pour une raison ou pour une autre. Il y a plein de raisons qui entraînent des remises de... Enfin, il y a plusieurs raisons qui peuvent entraîner des remises de gaz. Donc lui, il dit voilà, si on doit remettre les gaz, on veut aller tout droit. 22, if you do that, you're going to cause more problems for yourself than you're going to save. I would highly recommend a 90-degree left turn on the missile. Donc là, le contrôleur lui dit bah si tu fais ça, ça va plus t'embêter que t'aider. Donc, il faudra faire un virage à 90 degrés par la gauche, si jamais tu dois remettre les gaz. Approach. All right, 90-degree left turn, what heading, sir? 220. Donc voilà, là, du coup, le pilote dit bon, ok, bah, pas de souci, virage 90 degrés gauche, quel cap? Il a besoin après, lui, de rentrer un cap plutôt que d'éviter de calculer. Parce qu'encore une fois, quand ça remet les gaz, il y a une charge de travail dans le cockpit. Donc voilà, le contrôleur, lui, son but, ça va être de faciliter le travail du pilote, surtout dans ces situations. And American 1722, I missed the last part, say it again. Voilà, pareil, là, du coup, vous dites ouais, mais alors, le contrôleur tour, là, encore une fois, il a peut-être
Là, il dit say again parce qu'il a pas entendu. Faut pas s'imaginer qu'il est sur son téléphone en mode genre, putain, il avait que ça à écouter. Il y a d'autres trucs qui se passent en fait qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas dans la tour de contrôle. C'est juste, ça se trouve, il y a un de ses collègues qui lui a fait une coordination qui concernait cet avion ou qui concerne un autre avion. Ça se trouve, il y a un autre avion qui a parlé. Enfin, c'est compliqué, du coup, ça arrive à tout le monde de rater des appels, ou en tout cas des transmissions. Yeah. What was the heading for us if we need it? If you need it, left to 220. 220 heading, thanks, sir. If we need it. Donc là, voilà, là, en fait, le pilote voulait ressavoir quel cap, voulait confirmer quel cap, c'est bien. Enfin, quand tu sais pas, ça, c'est un truc, hein, quand on sait pas, on vérifie toujours. Quand on n'est pas sûr, en tout cas. Et il précise bien d'ailleurs le pilote à la fin, if needed, donc si on a besoin. Just so you know, the left turn is as you're able. So you know, if you need to go straight for a little bit to gain altitude, that's whatever you need to do. Fine. And we'll be making a full stop on the runway and assess things. American 1722. Alors voilà, moi je connais pas les procédures à JFK, mais le contrôleur a dit, bah voilà, si on va remettre. C'est le virage à gauche si tu peux. Si tu peux pas, ben ok, tu peux continuer un petit peu tout droit et monter. Mais en gros, voilà, il lui dit c'est ce dont tu as besoin. Mais encore une fois, voilà, chaque aéroport, chaque espace aérien a ses règles à suivre en fait. Vous pouvez pas faire n'importe quoi n'importe où, même en tant que contrôleur, vous pouvez pas. Alors, les urgences permettent de déroger à beaucoup de ces règles, mais il y en a certaines où vous pouvez pas déroger. Je dis n'importe quoi, s'il y a un obstacle qui est à 1300 pieds en face dans l'axe de piste, ben en fait l'avion faut qu'il tourne. C'est pas qu'on veut que faire chier le pilote, c'est dire c'est peut-être pour ça qu'il avait dit ok. Et si jamais il faudra aller à gauche, si tu veux continuer la cave de piste, peut-être parce qu'il y avait une notion d'obstacle. Et là, peut-être qu'il dit, ok, si tu veux gagner un petit peu d'altitude, tu pourras aller tout droit, mais il faudra gagner un petit peu d'altitude. Donc voilà. If you need to go straight for a little bit to gain altitude, that's whatever you need to do. Thanks a lot. And we'll be making a full stop on the runway and assess things. American 1722. Donc là, le pilote, il dit, ok, non, on va s'arrêter complètement sur la piste. Donc ça veut dire qu'il va même pas chercher à évacuer pour libérer la piste. Donc il va s'arrêter sur la piste et voir, essayer de voir ce qui se passe. Donc là, le contrôleur dit, ok, l'équipement, c'est tout simplement les services de secours. Parce que normalement, du coup, une fois qu'un pilote a atterri, il doit évacuer la piste par la sortie la plus appropriée. American 1722, we're going to have fire and rescue check. Number 2 engine's got issues, but we struck multiple birds out of LaGuardia. Donc là, en gros, le contrôleur lui dit, ok, mais quand tu peux, dis-moi ce dont tu as besoin, de quoi tu as besoin. Donc là, le pilote lui dit, en fait, on va avoir besoin que les pompiers vérifient notre moteur numéro 2, parce qu'on a tapé plusieurs oiseaux en partant de LaGuardia. American 1722, roger. Donc là, il faut imaginer que les camions de pompiers sont prêts, ils sont proches. Switch frequencies to 121.65. I'll have the emergency equipment on that frequency to talk to you. Ok, donc souvent les pompiers sont pas sur la fréquence tour, en tout cas ne parlent pas sur la fréquence de la tour de contrôle. Donc là, il lui donne la fréquence peut-être des pompiers, je sais pas, mais en tout cas une fréquence où les pompiers pourront répondre. Là, on voit, il dit, je vais faire en sorte que les services d'urgence soient sur cette fréquence et vous parlent. Comme ça, justement, les pompiers peuvent donner les informations aux pilotes, sans avoir à passer par la tour de contrôle pour dire les pompiers qui préviennent le contrôleur qui gère les véhicules dans la tour. Puis après, le contrôleur passe l'information, qui se passe l'information entre le contrôleur, ensuite le contrôleur passe l'information, et tout ça en gérant le trafic, parce que voilà, encore une fois, le trafic, quand il y a une urgence, normalement, on essaie de stopper le trafic. Mais c'est pas, voilà, JFK, je sais pas comment ils font. Est-ce qu'ils ont tout stoppé autour et ils ont pris que ça? A priori, non, parce qu'il y a un avion qui a décollé. Je sais qu'il y a des endroits où, dès qu'il y a un avion en urgence, en fait, il se passe plus rien sur l'aéroport. On va pas chercher à faire décoller ou atterrir d'autres avions. On dégage tout le monde et on fait le champ libre à l'urgence. Pourquoi? Parce que, maintenant, on fait décoller un avion. Je dis n'importe quoi, il a un problème technique, il peut plus évacuer la piste. Et regarde, il y a l'avion qui est en urgence, qui est derrière, qui doit poser et qui peut plus poser. Donc voilà, après, c'est des procédures qui varient en fonction des endroits et chacune est défendable.
Voilà pour le cas numéro 2. Du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et si vous n'avez pas de questions, on peut passer au troisième et avant-dernier cas. On va passer sur un cas de fumée dans le cockpit dans un jet privé. Un Hawker, c'est un petit jet privé. Et Teterboro, décidément, on reste à New York puisque c'est un aéroport pardon, qui est proche de New York. Allez, on enchaîne. C'est toujours VS Aviation. N'hésitez pas à aller voir leur chaîne, ils font des super trucs. C'est franchement. Donc ça, c'était le jour de Noël. Ok, un Hawker 800 XP, donc ça c'est le type d'avion. Ça sur son immatriculation. Après, faisait un vol entre Teterboro et La Romana. Vous savez. Il était en montée initiale quand les pilotes ont demandé à retourner immédiatement en indiquant qu'ils avaient beaucoup de fumée dans le cockpit et des difficultés à contrôler l'avion. Donc ça, c'est le METAR, en fait. C'est barbare, ça veut rien dire, c'est juste des chiffres et tout. Mais en fait, non, ça a une signification. Ça, c'est la date, le vent, etc. Il y a pas mal d'indications, justement, météorologiques là-dessus. Ah oui, si, c'est bon, s'il te plaît. J'étais en train de dire, mais ça n'avance pas. Ok, on va avancer. Ah non, c'est bon. Donc là, on le voit sur le radar avec potentiellement l'espace autour. Number 2 Tango X-ray, Roger, and then runway 24, clear to land. Winds are 230 at 6, or whatever runway you need, you're clear to land. Ok, donc là, lui, il dit qu'il a un problème, il a de la fumée, et ils vont revenir tout de suite pour poser. Et donc là, le contrôleur fait... en gros, elle lui dit... Toutes les pistes, enfin au début, elle lui dit, tu es autorisé pour la piste 24, et le vent, elle lui donne le vent. Et en fait, après, elle lui dit, quelle que soit la piste dont tu as besoin, tu es autorisé à atterrir. Donc là, ça veut dire qu'elle, après, du coup, pareil, là, elle entend ça veut dire charge de travail, parce que s'il est tout seul, ça va, mais s'il y a d'autres avions autour, ça veut dire que tu dégages tout le monde pour lui faire la place, parce que ça, c'est une urgence qui doit poser tout de suite. Peu à bord, en fait, faut que ça pose, quoi. C'est pas... Si ça s'amplifie, derrière... Enfin, c'est compliqué. Un avion sur un moteur peut voler, un avion qui prend feu, c'est plus compliqué. Donc voilà. Donc là, elle lui dit, en fait, toutes les pistes sont possibles. Atterrir. Mais derrière, du coup, ça veut dire qu'elle a plein de trucs à faire, en fait. Elle a potentiellement plein de trucs à gérer pour faire en sorte qu'elle soit libre. Oh, ça fait... T'entends ça quand t'es contrôleur, je pense que déjà, ça t'augmente aussi, toi, ton niveau de stress, parce que t'entends qu'à l'intérieur, c'est compliqué. Pourtant, là, on voit les altitudes minimum, 600 pieds. Ah là, il est à 600 pieds. Là, on voit que c'est du 225 pieds. Ça, c'est les cartes aéronautiques avec les obstacles. Là, on voit c'est un obstacle à 619 pieds, là, 819 pieds. Donc voilà, là, t'entends ça, tu fais genre... Qu'est-ce qui se passe? Et on sent que le pilote est méga stressé, là. Mais en même temps, la fumée... Pareil, nous, en tant que contrôleur, du coup, quand on entend fumer dans la cabine, on est drillé, on est entraîné aussi. Donc, pareil, même si on n'est pas dans le cockpit, qu'on n'a pas la charge de travail, on sait que c'est une énorme charge de travail. Que du coup, potentiellement, nous, ce qu'on s'attend, c'est qu'il y ait une visibilité qui soit mauvaise à l'intérieur du cockpit, donc qu'ils puissent avoir même des difficultés à voir correctement leurs instruments. Les gens, en plus, ils vont mettre le masque à oxygène pour respirer correctement. Donc, du coup, potentiellement, des transmissions qui vont être d'une moins bonne qualité, en tout cas de leur part, on les en comprendra moins. Et donc voilà. Donc on est quand même sensibilisé à tout ça. Et justement, ça fait partie de notre checklist. Checklist où typiquement, feu à bord, il faut que nous, on s'attende à ça. Et voilà. Donc là, le RUD dit en gros, fais ce que tu veux. C'est ton aéroport. Bon, là, on sent qu'il est dans le jeu. Voilà, donc là, il a dit... C'est pour ça que je pense qu'il a entendu climb. C'est en gros, ils sont... je pense qu'il y avait, je sais pas, peut-être des petites buttes qu'il devait éviter rapidement. Et donc, il
ils sont au-dessus du terrain, Runway donc 24, clear to land. là, elle lui redit OK. Il dit on veut la piste 24, donc elle lui redit OK, bah, piste 24 autorisée. Can we get vectors 2 Tango X-ray powered? Powered. Number 2 Tango X-ray. Ouais, là c'est stress. Et là du coup, nous ce qu'on va essayer de faire, c'est de pas rajouter du stress parce que nous forcément on est stressé quand on entend ça. Parce que tu sens que ça peut, enfin c'est déjà pas mal parti en cacahuète, mais tu sais pas si ça va continuer de partir en cacahuète. Mais le but c'est de faire poser cet avion en fait en tant que contrôleur au plus vite possible. Et donc donc l'avion là lui demande il a dit, ce qu'il dit là c'est, on va remettre, c'était là, can we get vectors? Vectors on l'a entendu tout à l'heure, c'est des caps. Justement, c'est est-ce qu'on peut avoir des caps? Donc le contrôleur va dire bah, tourner à gauche au cap 300, gauche au cap 270, etc. C'est en gros, il veut être guidé vers la piste. Can we get vectors 2 Tango X-ray powered? Powered. Number 2 Tango X-ray, climb maintain 2000, please. Climb maintain 2000, fly heading 060. Non, c'est quand même une certaine urgence dans la voie du contrôleur. Donc là, il lui dit de monter à 2000 pieds. Sur la carte, il n'y avait pas l'air d'avoir des obstacles très élevés. Après, c'est New York, c'est quand même relativement plat. Mais voilà, du coup, le contrôleur veut que demande si l'avion peut monter à 2000 pieds et maintenir. Non, c'est plutôt, je dis n'importe quoi. C'est si vous pouvez monter, montez à 2000 pieds. Si vous ne pouvez pas monter, la piste 24 est juste sur votre gauche. 2 Tango X-ray, if you can climb up to 2000. If not, runway 24, just off your left side. Looking for the runway 2 Tango X. Donc là, c'est compliqué, je pense. On sent que c'est compliqué. Là, il lui dit en gros, bah, tu as la piste sur la gauche. Là, ils redisent. 2 Tango X-ray, runway is half mile off your left. Donc là, c'est marrant parce il y en a deux qui parlent. Donc après, on entend une voix de femme et une voix d'homme, je sais pas. Il peut y avoir le superviseur, des fois, qui se dit bah, je prends le relais. Du coup, en cas d'urgence, bah, tu reçois l'aide en fait, des collègues qui peuvent t'aider, forcément. Donc là, voilà, on lui dit la piste est 1,5 nautique sur la gauche. Encore une fois, mais potentiellement, suivant la densité de la fumée à bord, le pilote peut ne pas voir son environnement immédiat. Et peut-être qu'il n'a pas le temps justement de chercher. Your left. We're coming around to the runway 2 Tango X-ray. Ground, just in case, Flight 247, we are taxiing a little bit away from the runway, just in case. Donc là, c'est donc un indicatif, Twilight, en gros, il dit bah, ok, nous on s'écarte de la piste juste au cas où. Prévenir parce que du coup, le Twilight a reçu une autorisation. Donc il est à un endroit. Si prévient le contrôleur, c'est normal parce que s'il commence à bouger, du coup, le contrôleur va dire wow, qu'est-ce qu'il fait ce machin là? J'ai d'autres trucs à faire. Roger, thank you. Alright, Tower, I need vectors for the final for 2-4, please. Number 2 Tango. Donc là, lui, ce qu'il demande, c'est des caps pour pouvoir aller sur l'axe final de la piste 24. Alors la piste 24, j'imagine, ça doit être... Enfin, pareil, je sais pas si ça aurait été nord ou pas au niveau de la carte. Vectors for the final for 2-4, please. Number 2 Tango, I'll show you overshot it. You're just passing runway 19 at this point. Ouais, voilà, donc c'est bien orienté nord. Donc la piste 24, c'est celle-là. Ça, c'est la piste 19. Comment sont désignées les pistes pour ceux qui ne savent pas, d'ailleurs? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Les pistes, en fait, elles sont orientées, c'est en fait de la même manière que cette histoire de rapporteur dont je vous ai dit. La piste 24, ça veut dire qu'elle est orientée légèrement sud-ouest. Elle est orientée sur un cap 240. Donc quand on pose sur la piste 24, votre compas, si vous avez un compas à l'ancienne, ou en tout cas votre instrument qui va vous indiquer votre cap, va indiquer 240. Si vous posez sur la piste 19, vous posez quasiment dans un cap sud, donc ça veut dire que la piste, vous allez atterrir sur un cap 190. Et la piste est choisie en fonction du vent. Les avions atterrissent et posent toujours face au vent, si possible. Et du coup, les pistes sont construites en fonction des vents dominants. Donc là, voilà. Là, ce que lui dit, pour revenir, elle lui dit, voilà, vous avez you overshoot it. Donc ça veut dire que là, elle lui proposait la piste 24, qui est ici. Donc il a overshooté, ça veut dire qu'il a dépassé l'axe de piste. Et là, elle lui dit, là, vous êtes en train de passer la piste 19, et est-ce que vous pouvez monter? Là, elle leur demande s'ils peuvent monter. Parce que là, on voit, alors je sais pas, si ça, c'est l'altitude 600 pieds. You need to, can you climb at all? Ma'am, I can climb.
We're stable at the moment here. I just need Donc là, du coup, il lui dit bah ok, négatif, on peut pas monter. Là, on est stable. On est stable pour le moment. Et puis il leur dit on veut des I just caps. need vectors to 19 or 24 or anything, please. Ok, là il dit bah voilà, donne-moi ce que tu, enfin n'importe quelle piste, la 19 ou la 24, mais je veux que tu me guides. November 2 Tango X-ray, climb maintain 2000. Can I give you 1500 for now? Okay, 1500 for now. Alors voilà, là encore une fois, le contrôleur demande de monter. Il y a des raisons, il y a des procédures. Je les connais pas pour Teterboro, mais si le contrôleur demande, c'est qu'il y a une raison derrière. C'est pas genre bah tiens, je me fais chier, je vais le faire November 2 monter. Tango X-ray, maintain 1500. Donc là, il lui dit voilà, monte et maintient 1500 pieds. Present heading 2 Tango X-ray. November 2 Tango X-ray, contact New York approach 120.15. They will set you back around, maintain 1500. Donc voilà, suivant les endroits, la tour et l'approche sont différenciées, à savoir les contrôleurs. Les endroits, les contrôleurs tour travaillent également dans les locales d'approche. Donc c'est une seule unité. Et en fonction de la journée, bah, je sais pas, le mardi il va travailler la tour, le mercredi il va travailler l'approche. Enfin bref, ça peut changer. Donc, ils sont capables de faire les deux. Et dans d'autres endroits, c'est des contrôleurs qui sont spécialisés dans un secteur. Donc il va y avoir les contrôleurs approche, qui vont faire du coup l'approche et les départs. Et les contrôleurs tour qui vont s'occuper de tout ce qui est la gestion, des fois la gestion du sol, la gestion de l'aérodrome, la gestion de la piste, etc. Donc là, par contre, a priori, c'est pas elle qui fait l'approche. New York, c'est une zone dense, donc j'imagine qu'il y a plusieurs approches qui doivent gérer justement les approches de Kennedy, de LaGuardia, de Teterboro, enfin toutes les approches de tous les aérodromes autour de New York. Alors attention, c'est pas un contrôleur qui gère toutes les approches, mais du coup, en tout cas, c'est potentiellement, ça peut être au même endroit où il gère toutes les approches, et c'est des contrôleurs différents sur des écrans différents. New York 15 Tango X-ray. New York approach November 892 Tango X-ray, 1500. Donc là, Tango X-ray, New York approach, Rogers. Turn left heading 280. Maintain 2000. All right, 280, we can't do 2000. It's got to be 1500, 2 Tango X-ray. donc voilà, là, en gros, il contacte l'approche il dit ok, très bien, maintenant tu vas tourner à gauche au cap 280, donc ça va être un cap qui va pouvoir le ramener après petit à petit, et monte à 2000 pieds. 2 Tango X-ray, 1500 is fine. Ok, donc là, d'ailleurs, il lui a dit genre non, on peut pas 2000, ce sera 1500, donc ok. Elle lui dit ça marche pour 1500. Rate 902 Tango X-ray, maintain 1500. Là, je sais pas pourquoi il y a la tour, on entend encore la tour. Parce qu'il est avec l'approche. Donc, November 2 Tango X-ray, and New York departure will be 120.15, 2015. ça, j'avoue que je comprends pas trop, puisque bah, il est déjà avec un autre contrôleur, donc il y a eu un problème de communication, enfin je sais pas. Rate 92 Tango X-ray, turn right heading 360. 360 heading, what approach you going to vector for? Yeah, just give us ILS 19, correct? Donc là, lui, il dit, bah ok, donc là, la contrôleuse lui a dit, bah tourne à droite au cap nord. Et lui, il dit, bah ok, mais tu nous prévois pour quelle approche? Encore une fois, c'est comme tout à l'heure, le pilote, lui, il doit rentrer dans son système pour dire, ok, on va poser sur la piste 19 ou sur la piste 24. Comme ça, l'appareil est configuré pour poser sur cette piste. Recevoir le signal de l'ILS. Le signal de l'IS de la piste 19, c'est pas le même signal de l'ILS de la piste 24, c'est logique. Donc il faut qu'il configure son système pour que l'avion puisse savoir ce qui va se passer. 892 Tango X-ray, it's going to be ILS 19, turn right heading 360. Donc voilà, là on lui dit tu vas poser sur cette piste. Tango X-ray. Et comme il avait pas, comment ça s'appelle, répété le cap, donc le contrôleur lui répète, je dis tourne à droite au cap 360. Aircraft is coming back around. They're about 2 Donc ça minutes c'est out. Last coordination call was de broken la in the tour cockpit. They're being vectored in. avec les véhicules au sol. Donc en gros, pour traduire, du coup, voilà, donc pour les véhicules d'urgence, l'avion qui revient sont à peu près à 2 minutes d'arrivée. Leur dernier rapport, en tout cas leur dernière, ce qu'ils nous ont dit en dernier, c'est qu'ils avaient de la fumée à bord du cockpit. With smoke in the cockpit. They're being vectored in. Et ils sont guidés pour revenir. Et donc là, c'est les véhicules au sol, donc je pense.
j'imagine, je vois que ça. Qui leur demande, ok, ils vont poser sur quelle piste, parce que les véhicules doivent se préparer aussi, forcément. Rescue 1 affirmative, subject aircraft is about 3 minutes out. Last report was smoke in the cockpit, souls and fuel unknown. Voilà, donc du coup, là, le contrôleur tour n'a pas encore l'information de la part du contrôleur approche sur savoir sur quelle piste l'avion va retourner. Donc là, ça va être des coordinations. Je vous dis, là, les contrôleurs, ça taffe, hein, c'est pas genre je me la touche et tout va bien. Là, ça passe des téléphones, ça essaie de coordonner, ça essaie de trouver des solutions pour que lui pose au plus vite. S'il y a d'autres avions, on les écarte. Et du coup, si on les écarte, ben, il y a peut-être d'autres avions. Enfin, ça peut être complexe. Hein. Donc, et puis, du coup, il faut gérer les véhicules au sol. Donc là, du coup, la tour, il y a un véhicule qui s'appelle le Rescue 1, du coup, qui a essayé de contacter la tour. Donc la tour lui réexplique, ok, bah, l'avion est à peu près à 3 minutes de venir poser. Ils ont indiqué qu'ils avaient de la fumée à bord. Par contre, on ne connaît pas le nombre de personnes et la quantité de fuel. Encore une fois, ça va servir pour les véhicules de secours. Toujours, en gros, on demande au moins le nombre de personnes à bord. Donc voilà, là, pareil, les véhicules de secours, du coup, ça vous montre, hein, les véhicules de secours qui disent, ok, bah, est-ce qu'on a une piste? Est-ce qu'on a... Quoi, les infos? Donc ils veulent des infos. Donc là, le contrôleur qui tourne l'avion à droite au cap 060. Donc ok, donc là c'est... Je sais pas, les West Ramp, c'est typiquement... Enfin, aux États-Unis en général, quand ils disent taxi to the ramp, c'est les... Je sais même pas si ça correspond à la gate. Ou si c'est différent. Là, pour le coup, si quelqu'un qui sait, n'hésitez pas. Moi, j'avoue que je connais pas trop. Mais en gros, là, il y a quelqu'un qui sait le contacter pour quelque chose qui n'est, a priori, vu la transmission de la tour derrière, pas très important. Donc, du coup, la tour dit, ok, bon, tout le monde, vous attendez. Je vous contacterai quand j'aurai le temps. La priorité étant toujours donnée à l'urgence, bien sûr. Donc là, elle lui dit, en gros, vous êtes à 5 de Tugs, donc ça veut dire 5 nautiques du point qui s'appelle Tugs. C'est un point GPS, tout à l'heure, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, il y avait pareil un point, je ne sais plus lequel c'était, mais c'est des points GPS, en fait, imaginaires, vous ne les voyez pas forcément, mais il faut imaginer du coup un point GPS qui est présent. En fait, l'avion, il sait où est le point Tugs, s'il regarde sur sa carte ou sur ses systèmes. Donc là, elle lui dit, voilà, tu es à 5 nautiques de Tugs, tourne à droite au cap 160, qui va la ramener plus ou moins, encore une fois, je vous disais, là c'est 190, on va essayer de l'amener dans un cône qui lui fait intercepter justement ce localizer. Donc là, maintiens l'altitude que tu peux jusqu'à ce que tu sois établi. Établi, ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans ce cas-là, parce qu'elle lui dit cleared ILS 19, établi, ça veut dire, ok, je capte le signal et je suis établi latéralement et du coup verticalement, c'est bon aussi, donc je suis dans le toboggan. Bon, là, du coup, voilà, il dit juste on tourne à droite et on autorise les hélices. Ah ouais, Atlantic, ça fait... Ouais, du coup, là, on a l'impression qu'il est méga loin, mais Atlantic, c'est quand même très proche de la piste. Donc là, voilà, la tour qui dit au véhicule de secours que l'avion en question est à 5 nautiques finales de la piste 19. Donc du coup, c'est un peu moins de 10 km. Donc là, on voit que l'avion descend petit à petit. Il est à 1500... Enfin, il devait garder 1500 pieds, mais là, il descend. Alors là, qu'est-ce que j'ai pas du coup? Ok, ça je suis pas sûr de comprendre. Mais des fois, du coup, quand il y a un avion en urgence, enfin des fois, du coup, en général, quand il y a un avion en urgence qui atterrit, surtout si c'est un problème mécanique, on va faire ce qui s'appelle un contrôle de piste derrière. Donc il y a des véhicules qui vont rentrer et qui vont s'assurer qu'il n'y ait pas de débris. En tout cas, l'avion n'est pas largué de débris quand il s'est posé, pour qu'après la piste puisse être réutilisée une fois que l'urgence est passée. Donc là, est-ce que c'est ça qu'elle demande? Donc est-ce qu'elle dit, est-ce que vous allez essayer de... Elle demande à Teterboro 99, donc sûrement un véhicule, enfin c'est pas sûrement, ça doit être un véhicule. Elle doit lui demander, est-ce que vous allez essayer de faire ce contrôle après que l'avion atterrisse. Donc voilà, là il lui répond, ok, bah oui, on est en alpha, donc la taxiway.
et on est en position pour justement faire un petit check derrière le véhicule. Roger, thank you. 3892 Tango X-ray. Ok, donc là c'est le contrôleur d'approche qui allait donner une transmission, et puis en fait elle s'est révisée, genre en mode attends. 2 Tango X-ray, runway 19, clear land. Clear land 1989. 2 Tango X-ray. Alors ça c'est pas mal, c'est intéressant. Du coup, je vous ai dit tout à l'heure que c'était la tour de contrôle qui était responsable enfin je l'ai pas dit, mais en général c'est la tour de contrôle, c'est pas en général, la tour de contrôle est responsable des atterrissages et des décollages. Là l'avion il est toujours en fréquence avec le contrôleur d'approche, et le contrôleur d'approche va pas de donner de clear to land. Quand l'avion a été établi, il va envoyer justement l'avion à la tour de contrôle, et la tour de contrôle va dire OK, clear to land. Il se trouve que dans les urgences, surtout, en fait, ça dépend de l'urgence bien sûr, mais suivant l'urgence, on va éviter de faire en sorte que l'avion n'ait à changer de fréquence trop souvent. Donc là, du coup, il y a une coordination entre la tour de contrôle et le contrôleur d'approche. La tour de contrôle qui dit « Ok, ma piste est libre, tu peux autoriser l'avion à poser ». Sinon, le contrôleur d'approche ne peut pas délivrer cette autorisation. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas sa responsabilité. Chaque contrôleur a son espèce de responsabilité. La piste est la responsabilité du contrôleur dans la tour de contrôle. Mais par délégation, là, la tour de contrôle a délégué cette autorisation au contrôleur d'approche. Comme ça évite de dire au Tango X-ray qui a déjà changé une fois de fréquence, de dire OK, maintenant on recontacte la tour. Voilà. Donc là, hop, elle lui dit clear to land. Et c'est plus facile pour le pilote. On essaie de faciliter, encore une fois, on essaie de faciliter au maximum. On essaie de faciliter au maximum justement le travail du pilote. Donc là, elle lui dit voilà, si tu peux, change pour la tour, et au pire, s'il peut pas, voilà, de toute façon, il a déjà son autorisation, il posera même s'il peut pas switcher. Donc voilà, là, il s'annonce juste. Elle lui redit autorisé à atterrir. Il lui répond, et voilà. Le vent, toujours, parce que comme ça va permettre au pilote de déterminer comment ça s'appelle en fonction du vent, les pilotes vont accepter plus ou moins l'atterrissage. Ils ont des restrictions, notamment, c'est surtout sur le vent de dos. Et puis, s'il y a du fort vent de travers, comme ça leur permet de se préparer. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a dit après ? J'ai pas suivi. En gros, voilà. Il lui dit on va être plus lourd. On va être un overweight landing. Donc, ils vont poser en étant plus lourd que prévu. C'est normal, ils s'étaient chargés pour faire un long vol. Là, je sais pas où c'est, mais c'était pas aux États-Unis. ML machin. Donc du coup voilà, pourquoi il lui dit ça ? Nous du coup par exemple, moi on me dit overweight landing, ça veut dire que potentiellement ça veut dire que ça va appuyer fort sur les trains. Donc dans ce cas-là on essaye de, voilà, justement j'allais dire on va transmettre nous cette info aux pompiers parce que potentiellement si ça se trouve ça peut péter directement à l'atterrissage s'il est trop lourd. Donc voilà, ça a été transmis au véhicule au sol. Oh, c'est le pimpon, génial. C'est Teterboro 99 là qui a... Ok, donc Teterboro 99 qui attendait, du coup on ne sait pas où c'est Alpha, mais qui attendait pour Alpha pour justement passer derrière l'avion pour vérifier que tout se passe bien. Et du coup il demande, ok, on peut... Et du coup le contrôleur tour dit, ok, on rentre sur la piste. C'est le contrôleur tour qui... En fait, il ne se passe rien sur la piste sans que le contrôleur tour l'autorise. Donc là, il dit au véhicule, ok, tu peux rentrer sur la piste. Et donc le véhicule, encore une fois, il y a cette notion de répéter, toujours répéter les instructions qu'on reçoit. Ça permet justement, encore une fois, de détecter s'il y a une déviation, en tout cas, si ça a été... Enfin, de vérifier que ça a été bien compris. Donc là, le contrôleur lui demande, ok, est-ce que tu auras besoin des véhicules d'urgence ? Donc lui, le pilote lui répond non. Et en plus, ils vont pouvoir évacuer la piste. Bon, le peuple. Number 2 Tango X-ray, Roger.
Donc là, du coup, les véhicules ont entendu. Des fois, les véhicules peuvent se mettre... n'importe qui peut en fait écouter n'importe quelle fréquence. Là, si vous avez le matos approprié, vous pouvez écouter la fréquence de l'aéroport qui est proche de chez vous. Donc là, les véhicules étaient sur la fréquence probablement de la tour, et du coup, ils ont entendu. Et donc, sans d'eux-mêmes, en fait, ils disent, OK, bah nous, on a capté, on va juste le suivre. Donc là, celui qui sweep, il est là. Donc lui, il vérifie sur la piste qu'il n'y a pas de débris. Et ça, c'est les véhicules d'urgence, du coup, qui n'ont pas été autorisés à rentrer en piste, qui restent sur le côté. Donc, voilà, le pilote qui dit que, voilà, sachez juste qu'on a beaucoup de fumée dans le cockpit. Qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que c'était, on ne sait pas. Number 2 Tango X-ray, Roger, turn right at Julia, and you don't want any rescue vehicles to check you out? Donc là, voilà, elle lui dit, bah, tourne à droite sur Juliette, c'est probablement celle-là. Et elle lui dit, est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez pas besoin de véhicules pour vous aider? Donc là, en fait, il dit, bah, ok, alors, attends, il lui a dit quoi? Ah oui, du coup, elle lui dit, est-ce que vous avez besoin de véhicules qui vérifient? Et puis lui, il dit, bah ouais, ok, si tu peux envoyer des véhicules pour vérifier s'il y a quelque chose à l'extérieur, ce serait bien. Donc là, hop, elle lui dit, bah, tourne droite à Juliette. Ensuite, une fois que tu es là-dessus, tu peux t'arrêter et je te les envoie. Rescue 1 and 2, subject aircraft is requiring assistance. If you can please do outlook on the outside. Donc là, elle dit, bon voilà, elle parle au véhicule, elle leur dit, l'avion demande de l'assistance, demande de l'aide, et si vous pouvez aller vérifier à l'extérieur si vous voyez quelque chose. And two Tango X-ray, do you still currently have smoke in the cockpit? Donc là, est-ce que vous avez toujours de la fumée dans le cockpit? 099, Roger, thank you. And believe the aircraft might have shut down there. If you can confirm whether or not he still has smoke in the cockpit. Donc là, hop, elle parlait de celui-là, donc on n'a pas entendu ce qu'il lui a dit, mais en gros, là, la contrôleuse lui a dit, ok, cet avion, il s'est arrêté là. Est-ce que tu peux aller voir s'ils ont toujours de la fumée dans le cockpit? Roger, no problem, thank you. Donc là, le pilote, du coup, en fait, le pilote ne lui aura pas répondu. Elle se tourne vers un autre véhicule pour éviter éventuellement, je pense, de surcharger le pilote. Donc cette fois, le pilote lui répond, genre, c'est bon, on n'a plus de fumée et la situation, qu'est-ce qu'il a dit? We're just getting situated. Donc en gros, on commence à avoir la situation, alors pas sous contrôle, mais voilà, on commence à maîtriser un peu plus. And T-Row 99, runway 19 is good, correct? Donc là, voilà, lui, il a vérifié, le véhicule a vérifié sur toute la piste, là, ok, est-ce qu'il y a des débris? Non, il n'y a pas de débris. Et là, il lui dit, ok, tu me confirmes qu'il n'y a pas de débris sur la piste? Donc lui, il lui dit, ok, non, il n'y a pas de débris. Donc ça veut dire que la piste est opérationnelle et peut être réutilisée. Là, maintenant, il peut y avoir cette urgence-là. Maintenant, il est au sol. Voilà, on peut, quand nous, l'avion est au sol, c'est très bien. S'il était resté sur la piste, bah, pas de souci, sur la piste. Mais s'il a évacué, en fait, on va reprendre les opérations. On n'a pas de raison de juste tout bloquer parce qu'il y en a un qui est hors de la piste et qui a eu des problèmes. Non, cette fois, c'est tout géré, donc les opérations peuvent reprendre. Thank you. Bon, donc voilà, là, en gros, l'avion a roulé jusqu'à la... Alors, ils disent ramp, ça doit être la gate, l'endroit où, justement, ils vont débarquer les passagers. Voilà, j'espère que ça vous a plu pour ce petit cas. Et puis, pour le dernier, c'est un cas qui a fait l'actualité. C'était pas du tout prévu. Alors, vous allez dire, oui, le timing, il a fait exprès, franchement, c'est honteux. Non, c'était prévu que je fasse ça aujourd'hui. Malheureusement, il y a eu un incident hier. Et du coup, Trump ayant dit, genre, les contrôleurs, vous êtes tous des merdes. Alors, pas tout à fait, mais un peu à la Trump, pour dire, oui, c'est à cause du contrôle aérien. Du coup, on va voir ça. J'ai vu qu'il y avait déjà des pilotes qui avaient déjà parlé, justement, qui avaient étudié le cas de manière un peu rigoureuse, en mode qui avaient fait des trucs hyper... notamment AT qui a fait un truc déjà hyper bien. Voilà, c'est simplement en fait parler des transmissions entre le contrôleur et le pilote. Ça va pas être de faire une étude de cas. C'est encore une fois, c'est ce qu'on a fait là, c'est voilà, il s'est dit entre le pilote et le contrôleur et de pas d'analyser justement, pas faire une analyse profonde en profondeur. Et puis du coup, ce sera notre dernier extrait, enfin notre dernière vidéo.
Donc il y a une première partie que je vais pas mettre parce que il y a moins de. Celle-là, alors je trouve qu'elle regroupe un peu tout. Hop, je vais mettre ça en plein écran. Donc là, du coup, pour vous situer, les deux avions, enfin l'hélicoptère qui est rentré en collision avec l'avion, c'est celui-là, le PAD 25. Et celui-là, je sais plus son indicatif. Non, pardon, c'est celui-là, avec lequel il va y avoir un problème. Donc celui-là va approcher ici. Donc là, vous voyez qu'en fait, il n'est pas du tout dans l'axe d'atterrissage. Donc on va voir, il va faire un petit truc comme ça. Après, ça s'appelle une baïonnette. Enfin bref, c'est standard. Il a dit que les contrôleurs qui géraient ce quai étaient très probablement d'immigrants. Ouais, non, mais c'est honteux. Ouais, c'est ça. Il a dit genre, ouais, c'est peut-être, voilà. Obama et Biden, ils ont engagé que des Noirs et des Mexicains. Du coup, c'est eux qui ont craché. C'est ridicule. Donc, et puis surtout, il a dit que c'était faute de contrôleurs. Moi, j'ai un avis biaisé, mais voilà. En tout cas, c'est pour ça. On va voir les transmissions. Chacun se fait son avis. Encore une fois, il y a une enquête qui est en train d'être faite. Il faudra attendre les conclusions de l'enquête. Là, on va juste parler des communications. Donc là, justement, le contrôleur tour, alors d'après ce que j'ai capté, parce que du coup, je me suis quand même un peu renseigné, c'est qu'il y a 2 fréquences tours. Souvent, les militaires sont pas... Enfin, souvent. Les militaires sont pas forcément sur la fréquence des avions civils. Donc là, a priori, le PAD 25, donc, qui est le Black Hawk militaire, n'était pas sur la même fréquence que les avions de ligne qui arrivaient et qui partaient de cet aéroport, de Washington. Pour autant, l'hélicoptère est en fréquence avec un contrôleur. Donc là, le contrôleur tour le dit PAD 25. Il y a un trafic au sud de Woodrow Bridge. C'est un CRJ, c'est le type d'avion, c'est un regional jet. Il est à 1200 pieds, en train de s'établir pour la piste 33. Piste 33, c'est celle-là, rappel cap 330 quand on pose. Donc on lui donne l'information de trafic. Encore une fois, suivant les espaces aériens, on n'a pas besoin de séparer les avions. Si c'est un espace de classe Delta, ce qui est souvent le cas, alors souvent je ne sais pas, mais en tout cas ce qui est le cas dans certaines zones terminales d'aéroports, c'est des espaces Delta, pour qu'il y ait plus de fluidité entre justement tous ces trafics VFR et tous ces trafics IFR. Sinon ce serait impossible à gérer dans un aéroport, de faire croiser les trafics VFR avec hélicoptères, tout ça, avec des IFR. Donc là c'est sûrement de la classe Delta, donc une information de trafic suffit. Donc là on lui dit, là, il y a un CRJ, il va s'établir pour la 33, on lui donne l'endroit où il est et l'attitude. Ça, c'est standard. Donc là, du coup, lui, le pilote d'hélicoptère, il dit « Ok, j'ai le trafic en vue, je voudrais une séparation à vue. » Donc le contrôleur dit « La séparation à vue est approuvée. » Donc là, maintenant, c'est une autre transmission de la tour de contrôle pour l'avion, l'American 1630. Donc du coup, on lui dit à cet avion de s'aligner pour la piste 1, runway 1. Donc c'est cette piste-là. Donc il va pointer quasiment vers le nord, légèrement décalé. Et on lui dit aligne-toi et attends. Il y a un trafic qui part de la piste 33 et il y a un trafic asynotique en finale. Donc là, le pilote répète toujours, on s'aligne et on attend. Ça, encore une fois, c'est un pilote au sol. Donc ça, voilà, ça c'est un avion qui est au sol, on lui dit de continuer à rouler, tout ça. American 16, turn to 1 star 32, 14, Executive 5, traffic 2 mile left base runway 33, no delay, runway 13 for immediate takeoff. Donc là, hop, si je remets tout ce qu'il a dit, là il parle à un autre avion encore une fois, c'est pas les trafics qui nous intéressent, mais du coup, on décrypte quand même. Donc à l'américain 1630, là, on lui donne le vent, donc le vent 320 degrés, 14 nœuds, rafale à 25 nœuds. Quand il y a des rafales, on doit les indiquer, ça veut dire que le vent n'est pas constant. Il y a un trafic à 2 nautiques en base main gauche pour la piste 33, donc ça, c'est celui-là. Tu es autorisé à décoller sans délai pour la piste, non même pas, il dit sans délai, piste 1, autorisé pour un décollage immédiat. Donc là, théoriquement,
nous, ce qu'on attend, je pense, s'il y a des pilotes, moi, quand j'entends décollage, enfin, quand je dis décollage immédiat, moi, je veux que ça bouge, mais direct. Et des fois, tu dis décollage immédiat, et puis le pilote te répond décollage immédiat, et en fait, t'attends, et ça décolle pas. Mais voilà, c'est après, il y a la définition du décollage immédiat. On pourra m'argumenter que faire un line-up and wait et décollage immédiat, c'est un peu antinomique. Normalement, décollage immédiat, l'avion doit faire un mouvement d'alignement et rouler directement. Donc si c'est arrêté, voilà. Mais bon, j'ai vu des pilotes qui, quand tu dis décollage immédiat, et ça roule tout de suite. Juste comme ça. Number 1, clear for takeoff, American 1630. Donc là, voilà, le pilote répète, hein, voilà. Par contre, le number 1, je sais pas, mais peut-être plutôt piste 1, autorisé à décoller. Donc là, ça se rapproche dangereusement, hein. On voit les altitudes, 1200 pieds, 800 pieds. Alors je pense que c'est ça, hein. On va vérifier si c'est bien les altitudes. Ah non, les altitudes, elles sont là. Donc là, le contrôleur tour qui confirme, genre, mais tu l'as bien en vue, parce qu'il avait dit qu'il l'avait en vue. Donc en fait, bon là, je vais faire juste rapidement. Moi, si on me dit que je l'ai en vue, si un pilote me dit ok, je l'ai en vue, il l'a en vue. Et puis s'il a demandé la séparation visuelle, il a demandé la séparation visuelle. Ça veut dire qu'il maîtrise. Donc là, voilà, en plus, je sais pas si là, je sais pas si vous entendez, il y a une espèce de petit garbling là. À la fin, on entend un petit truc. Est-ce que c'est qu'il y a deux avions, enfin une double transmission ou pas? Mais en tout cas, ce que le contrôleur lui dit, c'est okay, est-ce que vous l'avez bien vu? Et il lui dit, bah, passe derrière le CRG. Donc là, le PAT lui aurait dit, bah oui, on l'a en vue, on veut une séparation visuelle. Donc là, le contrôleur dit, ok, bah c'est bon, c'est approuvé. Donc là, voilà, on voit 300 pieds, 400 pieds, et puis là, bah, les images terribles. Hein. Là, l'avion qui était autorisé à décoller. Donc là, du coup, c'est remise de gaz pour tout le monde. Forcément, là, il s'est passé un truc, la tour de contrôle, ils ont dû voir. Et donc là, charge, bah, outre le trauma là, qui se sont pris, mais les pilotes derrière, hein, là, tout le monde se prend un gentil trauma. Bah, du coup, il faut quand même continuer à bosser pour tout le monde, à savoir les contrôleurs et les pilotes qui ont vu ça. Donc là, le but du contrôleur maintenant, c'est de virer tous les avions. Parce que bah, tu vois, tu peux plus approcher, enfin, tu vas pas continuer d'approcher alors qu'il vient de se passer un truc comme ça. Donc là, il va falloir faire remettre les gaz à tous les avions, les faire sortir de ton espace, et ça demande du temps, et tu es obligé quand même de continuer à bosser là-dedans. Et du coup, là, ta charge de travail et ton stress, c'est... Enfin, j'ose même pas imaginer, en fait. Et du coup, parce qu'en plus, tu as des avions qui sont complètement... bah, qui savent pas du tout qu'il s'est passé un truc, en fait, qui t'appellent comme si... bah, tranquille, des fois, qui font des messages à rallonge. Et alors que toi, tu as juste, pas le temps, et deux, tu as juste envie de dire à tout le monde, bah, j'ai pas le temps, tout le monde remet les gaz, et puis voilà. Voilà, le contrôleur, ça parle vite, parce que justement, beaucoup de trucs à... Enfin, là, on entend derrière le contrôleur qu'en plus, ça a l'air de s'agiter, c'est logique. Donc en plus, quand tu as le pilote, bah, tu lui as donné une instruction et il répond pas, il te demande, machin, c'est quoi le cap? Du coup, bah, quand tu dois répéter à chaque fois les instructions, tu as plein de trucs à faire. Encore une fois, là, vous allez me dire, oui, mais la fréquence, il se passait rien entre les deux. Sur la fréquence, on n'oublie pas que derrière, il y a toujours, enfin, il y a peut-être des coups de téléphone, il y a des informations qui sont demandées, enfin, il y a plein de trucs qui peuvent se passer dans les coulisses. Comme dans le cockpit, quand il y a une urgence, il y a une énorme surcharge de travail. On l'entend pas sur la fréquence, mais de l'intérieur, ça bosse. Dans le secteur d'approche, dans la tour de contrôle, c'est pareil. Enfin, en tout cas, ça peut être pareil. Bon, alors après, du coup, c'est plus de...
Bon, après, c'est les secteurs d'alerte, je crois qu'il y a. Hold up the production, En gros, là, il demande d'arrêter les opérations aériennes. Mais voilà, c'est. Et puis après, voilà, la piste est fermée. Enfin. Donc, c'est. Encore une fois, l'analyse du cas, elle sera. C'est pas une analyse là que je viens de faire, c'est vraiment une traduction. Chacun se fait l'avis qu'il veut. Qui est responsable, l'enquête le dira. Mais encore une fois, quand tu es contrôleur, moi je donne le point de vue du contrôleur là. Quand tu es contrôleur, que tu donnes l'infotrafic à un hélicoptère, que l'hélicoptère dit OK, on l'a en vue. Que tu redis à l'hélicoptère, tu vois que l'hélicoptère il se rapproche, c'est un peu bizarre, tu lui dis mais tu l'as vraiment en vue, passe derrière, l'hélicoptère il dit ouais, je l'ai en vue, je veux une séparation visuelle. Et que tu dis OK, bah, encore une fois, en plus c'est un pilote militaire. Si c'était un pimpin du coin qui vient jamais, tout ça, tu dis ouais, peut-être pas, peut-être pas. Mais là, c'est un pilote militaire, donc un professionnel. Donc, moi, je jette la faute sur personne. Je dis juste que là, Trump qui a sauté sur le contrôleur en disant, enfin, qui a sauté, qui a dit c'était une erreur de contrôle, les démocrates ont mis n'importe qui en position de contrôle aérien. Moi, de mon point de vue, là, en tout cas, j'ai rien vu de ce que j'ai entendu, pardon. C'est des infos de trafic, c'est du daily business en fait. Ça arrive plein de fois que des hélicoptères croisent derrière des avions ou pas passent derrière des avions. Alors devant, non, mais du coup, derrière, ça arrive plein de fois. Si le pilote te dit qu'il l'a en vue, il l'a en vue. C'est lui qui est maître à bord en fait. C'est ça le truc. Donc voilà. Donc encore une fois, c'est que point de vue contrôleur. C'est pas du tout un jugement, pas un résultat d'enquête, pas un machin. Je n'ai pas du tout cette prétention-là. C'est simplement pour vous donner un point de vue de contrôleur sur le sujet. Voilà, et écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je pense que je vais pas enchaîner sur du jeu. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ces séquences. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas pour YouTube à passer sur la chaîne Twitch. Encore une fois, c'est du caritatif. Si jamais ce mois-ci on lève des dons, on essaie de récolter des dons pour 30 millions d'amis. Donc voilà, n'hésitez pas à passer, n'hésitez pas à lâcher des commentaires, à dire si ça vous a plu ou si ça vous a pas plu. Et voilà, en attendant, pour YouTube, je vous dis ciao.